Margaret est tombée des nues en apprenant la nouvelle de dingue. Sa meilleure amie Jadiga était enceinte et allait bientôt se marier. Elle n'en revenait pas que tout s'enchaîne aussi vite. Jusqu'à très récemment, Jadiga n'avait pas du tout l'intention de se caser. Son amie lui a expliqué qu'elle voulait porter sa robe de mariée avant que son ventre ne... Margaret était sincèrement heureuse pour sa pote. Elle ne s'attendait pas du tout au coup fourré qu'elle allait la propulser en plein cœur d'une romance et la forcer à voir sa vie et son entourage sous un tout autre angle. Jadiga a fait glisser l'enveloppe avec le faire-part de mariage vers Margaret. Avec un petit sourire angélique, la copine l'a suppliée de venir assister au plus beau jour de sa vie. Margaret a dit oui direct. Après tout, ça faisait 10 ans qu'elles étaient super potes. Mais en ouvrant le faire-part, elle a bugué. Le nom du fiancé de Jadiga était exactement le même que celui de son propre mari. Ils s'appelaient tous les deux Alex, avec le même nom de famille, Green. Jadiga a éclaté de rire, ce qui a complètement scotché Margaret. Sa pote lui a alors balancé que cette histoire de nom n'avait rien d'un hasard, c'est juste la pure vérité. Jadiga a dit à Margaret de déplier le faire-part et de bien regarder la photo qui allait avec. Le choc de Margaret est monté d'un cran quand elle a capté que le mec sur la photo lui était hyper familier. Son propre mari prenait la pose, tout sourire, en train d'enlacer sa meilleure amie. Et les dingueries que Jadiga allait lui annoncer allaient l'achever. Jadiga lui a sorti qu'elle et Alex avaient prévu de se marier le jour de leurs 6 ans de relation. Les mains de Margaret se sont crispées sur le papier. Elle n'arrivait même plus à sortir un mot. Pour couronner le tout, Jadiga lui a lâché qu'Alex était bien le père du gosse qu'elle attendait et que Margaret ferait mieux de les féliciter. Margot a trouvé la force de se lever d'un coup sec. Elle s'est levée tellement vite que sa chaise s'est ramassée par terre, dans un boucan d'enfer. Dans le café, tout le monde a regardé avec des yeux ronds en l'entendant hurler qu'elle ne lui accorderait jamais le divorce. Des larmes de rage et de dégoût, elle était prête à se battre pour son mec. Mais Jadiga lui a lancé avec un sarcasme piquant qu'il était temps pour Margaret de redescendre sur terre. Elle et Alex n'étaient pas mariés, alors que Jadiga, elle, lui avait bien passé la bague au doigt. En gros, Margaret n'était que la maîtresse. Et le pire dans cette trahison, ce qui a vraiment achevé Margaret, c'est que depuis le début, Alex ne l'avait jamais vue comme sa future femme. Cette place-là, il la gardait bien au chaud pour une autre. Jadiga a été sans pitié. Elle a balancé à Margaret qu'elle devait dégager de sa vie et de celle d'Alex. Son ex-meilleur pote l'a traitée de petite souris insignifiante et lui a ordonné de foutre le camp pour retourner pleurer dans son trou. Est-ce que cette confrontation avec Jadiga au café datait d'il y a longtemps ou d'hier ? Margaret ne s'en souvenait même plus. Elle avait complètement perdu la notion du temps. La première chose que Margaret a faite, c'est de démissionner de son taf vu qu'elle y bossait avec son ex. Ensuite, la pauvre a coupé les ponts avec ses potes et a arrêté de donner des nouvelles à sa famille. Margaret avait l'impression que tout le monde la méprisait et se moquait de la façon dont son mec et sa meilleure amie l'avaient menée en bateau. Le sol s'est littéralement dérobé sous ses pieds. Sa vie n'avait plus aucun sens, plus aucune attache. Son existence lui paraissait vide et totalement inutile. Un beau jour, Margot a percuté qu'elle végétait dans cet état depuis 3 ans. Pendant 3 ans, elle s'était cachée de tout le monde, espérant juste que le temps guérisse ses blessures pour qu'elle puisse enfin tourner la page. Mais ça ne pouvait plus durer. Sinon, Margaret allait finir exactement comme l'héroïne du bouquin qu'elle venait de lire. C'était un roman tragique sur une certaine Lady Margot, qui subissait les tromperies à répétition de son mari, le comte Eric. Cette Lady Margot encaissait les coups bas de son mari en silence, sans jamais broncher. Il faut dire que Margaret avait dévoré pas mal de livres ces 3 dernières années. Ça l'aidait à oublier un peu ses propres galères. Sauf que cette pauvre Rosie, si faible et sans aucune volonté, lui ressemblait tellement que son histoire a fini par lui taper sérieusement sur les nerfs. Mais bon, au moins grâce à ce roman, Margaret a enfin décidé de se bouger pour ne pas finir comme cette héroïne. Elle a fait une demande pour changer de nom et s'est mise à chercher un vrai boulot stable. La seule vraie différence entre ce jour-là et tous les autres, c'est qu'il y avait une alerte au tsunami et au séisme à la télé. Margaret s'en tapait royalement de la colère de Mère Nature. Sauf que les éléments, eux, ne l'ont pas raté. Tout l'immeuble s'est mis à trembler, les poutres ont lâché et Margaret a fait une chute libre. Elle a eu beau hurler à l'aide, que dalle. Personne n'a entendu ses cris. Margaret s'était repassé ça en boucle pendant 3 longues années. Elle aurait tellement voulu que le monde s'écroule là, tout de suite. Mais franchement, elle rêvait d'une toute autre fin. Cette immense baraque de riches, un vrai palais, baigné dans la lumière du soleil couchant. Le jeune aristocrate était déçu, mais a pris la nouvelle de la fausse couche de sa femme
annoncée par le docteur Bromental, avec un calme déconcertant. Le toubib était super inquiet, il lui a expliqué que c'était dû à un énorme choc émotionnel. Il a quand même rassuré le mari. Madame n'a pas de graves problèmes de santé. Saoulé par la nouvelle, le mari s'est barré de la chambre en claquant la porte derrière lui. Le docteur l'a regardé partir en mode halluciné, et son envie de fuir cette famille de dingues a grimpé en flèche. La meuf aux cheveux roux et aux yeux couleur cerise fixait le gars en blouse blanche, complètement perdu. Bromental l'a appelée Madame Vance et lui a demandé si ça allait. Et là, c'est la panique totale dans la tête de la jeune femme. Elle se disait, mais c'est qui cette Vance? Pourquoi il m'appelle comme ça? Bromental s'agitait autour d'elle, super inquiet, en lui disant de se ménager vu qu'elle n'était pas encore remise. D'un coup, ça a fait tilt. Elle était Rosie Vance, la fille unique du comte Vance. Une fille magnifique, mais au final, incroyablement conne. Elle était tombée amoureuse d'Éric, l'ennemi juré de sa famille, et s'était enfuie de chez elle pour lui. L'indignation l'a envahie. C'était mort, elle ne pouvait pas être Rosie Vance, c'était pas elle. Le docteur Bromental s'attendait bien à une réaction bizarre. Mais là, qu'elle renie sa propre identité, ça l'a sciée. Elle s'est assise d'un coup dans le lit et s'est mise à balancer des insultes de malade, pas du tout digne d'une comtesse raffinée. En larmes, elle a demandé au karma ce qu'elle avait bien pu faire de mal pour mériter ça. Pourquoi, au lieu d'un beau conte de fées, elle avait atterri dans ce roman de merde? Elle aurait 1000 fois préféré mourir bêtement dans la cave abandonnée de cet immeuble effondré à cause d'un séisme. Que Margaret Pan disparaisse à jamais, plutôt que de se réincarner dans la peau de cette pauvre Rosie Vance. Le luxueux palais des Vance était baigné par la lumière de la lune. Elle a remarqué un mec super beau juste à côté d'elle. Il l'a appelée Rosie. Rosie, qui d'ailleurs s'était endormie comme une masse juste avant. Elle s'est dit que son corps était plus intelligent qu'elle et avait juste fait une mise en veille d'urgence. Rosie s'est excusée en prétextant que le toubib lui avait ordonné de se reposer. Le mec a pété un câble. Il lui a rappelé sèchement qu'elle s'était évanouie et avait perdu leur bébé, avant de l'accuser de l'empêcher de dormir depuis 3 jours à cause de ses caprices. Si elle avait perdu l'enfant, ça voulait dire qu'elle avait atterri pile au moment de l'histoire où Rosie découvrait la tromperie. Mais quel enfoiré cet Éric, s'est-elle dit. Pas le moindre petit désolé pour sa femme humiliée et cocu. Et là, bam, il l'attrape violemment et la plaque contre le lit. Le mec lui a ordonné de ne pas bouger et de faire ça vite. Les intentions d'Éric étaient claires comme de l'eau de roche. Ce mari de pacotille râlait en disant qu'elle avait mis 3 ans pour tomber enceinte, qu'il pensait enfin être tranquille, mais que madame n'était même pas foutue de gérer ça non plus. Coup de théâtre pour Éric. Rosie, dégoûtée par son attitude, lui a balancé qu'elle n'avait aucune envie de coucher avec lui aujourd'hui. Elle devait faire abstinence jusqu'à ce que son corps s'en remette. Éric ne s'attendait pas du tout à se prendre un gros râteau de la part de cette femme totalement sous son emprise. Le gars a vu rouge et a complètement perdu le contrôle. Il a attrapé Rosie à la gorge, les yeux fous. « Tu as l'air confuse, là ?» En serrant encore plus fort, il a craché qu'elle n'était vraiment pas en position de faire sa princesse avec lui. Après tout, c'est elle qui avait supplié pour lui faire un gosse. D'un mouvement sec, Éric l'a balancée de l'autre côté. Elle a lourdement percuté le lit, mais au moins, elle pouvait respirer. Rosie a toussé en essayant de reprendre ses esprits. Avec son air suffisant, Éric lui a ordonné de ne plus jamais oser se mêler de ses affaires, d'oublier l'incident d'aujourd'hui, et a ajouté qu'il espérait que malgré sa stupidité sans borne, elle arriverait à se débrouiller toute seule. À bout de souffle et humiliée, Rosie a juste entendu le « au revoir » rempli de mépris d'Éric, avant de voir la porte se refermer. Margaret, maintenant coincée dans le corps de Rosie, a maudit l'auteur de ce bouquin pour avoir fait d'Éric une telle ordure. Elle ne savait pas sur qui gueuler pour s'être retrouvée là, mais une chose était sûre, elle voulait se barrer d'ici au plus vite. Au réveil, elle s'est creusé la tête pour trouver au moins une personne capable de l'aider. Rosie vivait recluse, ne parlait à personne et n'avait pas d'amis. Mais d'un coup, elle a surpris une conversation plutôt bizarre. Les servantes engueulaient l'une des leurs parce qu'elle ne voulait rien foutre et qu'elle se tapait tout son boulot depuis des jours. Rosie leur a demandé ce qui se passait et pourquoi elle faisait un tel boucan. L'une d'elles a expliqué que Donna avait disparu quelques jours plus tôt, sûrement après une embrouille avec les autres. Une autre a balancé, super énervée. « Putain, si j'allais mon téléphone, je filmerais tout leur cirque et j'appellerais les urgences pour porter plainte. » En entendant les mots téléphone et urgence, Rosie a tout de suite capté. Elle a ordonné qu'on lui amène la fille qui venait de sortir ça. Un peu plus tard, une fille en tenue de bonne, avec de superbes cheveux blonds, s'est retrouvée face à Rosie.
Rosie lui a dit qu'elle avait cru comprendre qu'elle s'appelait Donna et qu'elle avait l'air de pas mal galérer au boulot. Le regard méfiant de la servante en disait long. Rosie lui a donc proposé de discuter en privé, histoire de virer les oreilles indiscrètes. Après avoir échangé quelques infos, la servante s'est exclamée, hyper nerveuse. « Attends, mais c'est un truc de fou! En fait, on est toutes les deux coincées dans le même roman !» Rosie a avoué que, pour être honnête, elle ne pigeait pas trop ce qui s'était passé après s'être fait électrocuter. La servante, de son côté, lui a raconté qu'elle avait eu un accident dans son ancien monde, qu'elle était tombée dans les vapes et s'était réveillée ici. Rosie a émis l'hypothèse qu'elles étaient peut-être mortes le même jour, d'où leur atterrissage au même endroit. La servante a répondu qu'elle ne captait pas tout à ce monde, mais lui a cache proposé d'être amie. Rosie était ravie. Elle se disait justement que ça allait être galère de survivre toute seule dans un monde inconnu. Rencontrer cette fille, c'était clairement un coup du destin. Elle se rassurait en pensant qu'avec Donna dans le roman, elle se sentirait moins seule. La servante lui a alors confié que dans son ancienne vie, elle s'appelait Jadwiga. Ses parents lui avaient donné ce nom pour qu'elle ait une vie longue, heureuse, et qu'elle ne perde jamais face à personne. « C'est un prénom super rare », a frimé la servante. « Quand tu l'entends, tu peux pas l'oublier. » Rosie a ricané intérieurement. C'est clair que Margaret, c'est-à-dire elle-même, n'était pas près d'oublier Jadwiga. L'ironie du sort, c'est que la réincarnation de son ex-meilleure amie se tenait juste là, devant elle. Une très longue amitié qui n'avait absolument pas empêché cette garce de lui piquer son mari et de se marier avec lui sans pression. Rosie s'est fait violence pour rester super calme et amicale. Elle a répondu que Jadwiga était un très beau prénom, tout en se disant que même si ce n'était pas courant, ça ne voulait pas forcément dire que c'était la même personne. Rosie a alors demandé à la fameuse Jadwiga quel âge elle avait. Donna a fondu en larmes et a lâché qu'elle avait 29 ans dans son autre vie et qu'elle regrettait tellement de s'être mariée si jeune. Bingo! Rosie a compris que c'était bel et bien ça Jadwiga, plus aucun doute. La meuf qu'elle ne voulait plus jamais croiser, même après la mort. Mais qu'est-ce qu'elle foutait ici, bordel? Donna lui a demandé si elles avaient le même âge et comment elle s'appelait. Rosie a menti sans cligner des yeux, affirmant qu'avant, elle s'appelait Anna. Donna a répondu que ça ne lui disait rien du tout et qu'elle ne connaissait aucune fille avec ce prénom. Rosie s'est dit que c'était normal, vu qu'elle venait de troquer le prénom de Margaret qu'elle portait depuis plus de 20 ans contre Anna. En plus, Margaret avait toujours été du genre effacée et n'avait pas beaucoup d'amis. Elle a fixé son ex-meilleure amie en pensant que le karma devait vraiment la détester pour la lier comme ça à sa pire ennemie. Rosie a forcé un sourire chaleureux et s'est passé crème. Donna lui a balancé qu'elle avait une amie qui lui ressemblait grave et que ça la rendait encore plus heureuse de l'avoir rencontrée. Cette garce de Jadwiga se rappelait avec joie de Margaret et de la façon dont elle avait ruiné sa vie. Donna avait trouvé ça tellement drôle de voir Margaret ce jour-là, incapable de sortir un mot, le visage noyé de larmes. Puis, l'air de rien, la fille a demandé à Rosie de lui résumer le roman, vu qu'elle n'y connaissait absolument rien à l'histoire. Il y a bien longtemps, avant qu'on ne lui pique son mari, Margaret aurait naïvement accepté d'aider Jadwiga et lui aurait tout déballé, mais plus maintenant. Elle lui a juste répondu que c'était une histoire d'amour banale. Margaret, alias Rosie, s'est bien gardée de préciser que ce roman avait une intrigue super tragique et une fin triste. Donna, elle, était persuadée d'être le personnage principal, destinée à connaître un succès fulgurant à la fin. Ça a fait décrocher un petit sourire en coin à Rosie. Elle a balancé que Donna n'était qu'une figurante sans nom, ce qui a déclenché une vraie tempête d'indignation et la fameuse question « Mais alors, c'est qui le perso principal ?» Rosie a alors déclaré que les héros de l'histoire, c'était le comte Vance et elle-même, la comtesse Vance, sa femme. Donna était au bout de sa vie, complètement outrée que le rôle principal ne lui revienne pas. Rosie lui a répondu avec le plus grand des calmes que ce n'était pas de sa faute. C'était comme ça, un point c'est tout. Dans sa tête, Donna se disait que la comtesse ressemblait à une vraie péquenaude, que ses fringues de luxe ne sauvaient pas les meubles et qu'elle était carrément plus belle qu'elle. Donna a jeté un regard évaluateur à la carafe, en rêvant de pouvoir s'habiller avec beaucoup plus de classe. Elle s'est demandé à voix haute quel genre de mec était le comte Vance, en se disant que si le personnage central était aussi fade, le vrai protagoniste devait forcément être dans son entourage. Rosie a sorti qu'Eric était le charme incarné, tellement mignon que c'était impossible de ne pas traquer pour lui au premier regard. Elle a même avoué qu'elle était tombée direct amoureuse de lui et qu'elle n'arrêtait pas de lui courir après. Donna a répliqué que depuis qu'elle avait atterri dans ce trou, elle n'avait pas croisé un seul mec potable. Rosie lui a assuré qu'elle comprendrait tout de suite en voyant Eric, tout en la prévenant que le comte était un peu froid. Lady Rosie a d'ailleurs admis
que c'était elle qui avait fait le forcing pour l'épouser. Donna a joué la carte de la compassion avec un peu trop de lèche, faisant genre qu'elle trouvait Rosie super belle et qu'elle ne captait pas pourquoi Eric l'ignorait. Mais Margaret, alias Rosie, ne gobait plus les bobards d'Ediga. Elle avait bien capté qu'elle faisait juste semblant de la consoler à ce moment-là. D'un coup, la porte s'est ouverte à la volée et le comte Eric a hurlé de rage, balançant que certains ici passaient leur temps à s'amuser alors que lui avait bossé toute la nuit sans fermer l'œil. Morte de trouille, Donna a demandé qui était cet homme. Eric n'a pas du tout joué les gentlemen. En même temps, pourquoi faire des manières ? Il n'y avait que sa femme et une simple servante. Rosie a présenté son mari, le comte Éric de Vence, à sa nouvelle vieille connaissance. Donna, l'ancienne Yeda, a poussé un soupir langoureux et a lancé un regard coquin au comte. Et comme par hasard, le doigt de la fille s'est mis à tracer des petits cercles autour de ses lèvres. Margaret, alias Rosie, a tout de suite cramé la vieille habitude de Jadiga, qui adorait draguer les mecs des autres. Elle savait pertinemment que s'approcher de son mari était ultra dangereux pour n'importe quelle nana, mais elle a décidé de laisser Jadiga faire. Jadiga, alias Donna, a fait une révérence toute gracieuse en baissant les yeux avec langueur. La meuf a annoncé qu'elle était ravie de rencontrer le comte et qu'elle s'appelait Donna, sans aucune gêne face au fait qu'elle n'était qu'une servante et sa nouvelle connaissance une comtesse. Elle a même eu le culot de déclarer qu'elle était une amie intime de Rosie. Le comte a maté la jeune femme avec un intérêt plutôt équivoque, en lâchant qu'il ignorait que sa femme avait des amis. Donna lui a répondu avec le même sous-entendu qu'elle et la comtesse étaient super proches depuis leur plus tendre enfance. Rosie Margaret était carrément dégoûtée de voir ces deux-là flirter sous son nez, et elle a fini par se dire qu'elle allait carrément aider Donna à lui piquer son mari. Après tout, c'est elle qui l'avait cherché. Donna a continué son opération séduction en racontant au comte qu'elle avait beaucoup entendu parler de lui. On lui avait toujours dit que c'était un homme exceptionnel, et là, elle constatait que c'était totalement vrai. Eric s'est direct intéressé à cette nouvelle femme qui débarquait dans son entourage, surtout qu'elle avait l'air si accessible. Pour Donna, le comte incarnait littéralement la perfection. Un corps musclé, une belle gueule, un manoir immense et un max de thunes. Ce mec était tout simplement taillé sur mesure pour Donna. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Elle était persuadée que le rôle de comtesse lui irait 10 fois mieux qu'à Rosie. Ce monde allait encore tourner autour d'elle. Exactement comme l'ancien pour Rosie. Margaret a joué la carte de la meuf malade et s'est tirée dans sa chambre, laissant Eric et Donna seuls face à leur destin. Margaret en mettrait sa main au feu. C'était bien la même Jadiga. Mais pourquoi il a fallu que cette peste atterrisse dans le même bouquin qu'elle ? Enfin bref, Jadiga sous les traits de Donna et son mari Eric, c'est vraiment bonnet blanc et blanc bonnet. Qu'ils fassent leur vie et me lâchent la grappe. Margaret, dans la peau de Rosie, espérait juste avoir assez de bol pour fuir son mari et mener une petite vie tranquille. D'un coup, ça a fait tilt dans sa tête. L'arrivée de Jadiga dans le roman, c'était pas une punition divine, mais carrément un cadeau tombé du ciel. C'était l'occasion rêvée de se débarrasser de 2 boulets d'un seul coup et de tourner la page. Margaret a fermé les yeux, un petit sourire aux lèvres. Hors de question de se laisser marcher sur les pieds comme avant. Mais bon, il fallait quand même capter comment elle allait survivre après le divorce. Rosie, à la base, c'est la fille de noble complètement fauchée. Et comme elle a fait un caprice pas possible pour épouser ce crétin de comte Eric, ses parents ont coupé les ponts. C'est pour ça que la famille de Rosie était quasiment rayée de la carte dans le roman et que Margaret n'en savait foutre rien. Et ça, c'était super galère. Même si elle arrive à gratter des infos sur sa famille et à retrouver leur baraque, pas sûr qu'il laisse la fille prodigue passer le pas de la porte. Pas question de divorcer pour se retrouver à dormir sous les ponts. Il fallait absolument qu'elle largue son mari pour enfin kiffer sa vie. Margaret était bien déterre. Elle allait survivre dans ce monde de fous, coûte que coûte. Et pour ça, priorité numéro 1, rassembler un max d'infos ultra détaillées. En croisant des servantes dans le couloir, elle les a interpellées. Elle a direct exigé qu'on lui amène Gwen, le majordome. Gwen n'a pas traîné et s'est pointée illico devant sa maîtresse. Rosie lui a balancé qu'il lui fallait un prof particulier et en urgence. Un peu paumée, Gwen a demandé pourquoi madame voulait soudainement engager un tuteur. Elle lui a répondu au calme qu'elle était comtesse et qu'elle comptait faire son entrée dans la haute société. Il lui fallait un certain niveau de culture pour représenter son mari dignement. Tu vois le genre ? Gwen est tombée des nues. Contre toute attente, elle passait du statut de femme martyre à celui de vraie mondaine. Le pauvre Gwen avait bien vu comment Rosie en avait bavé récemment à cause de son mari. Mais là, visiblement,
Elle reprenait du poil de la bête. Le majordome lui a assuré qu'il ferait passer le mot au comte, et que ce dernier ne pourrait pas refuser. Bingo! Margaret s'est dit que c'était un problème de moins à gérer. Le seul truc qui la chiffonnait, c'était le comportement hyper louche des domestiques. Les servantes chuchotaient dans les coins et fuyaient son regard. L'embrouille a très vite été grillée. En même temps, Margaret s'y attendait un peu. Elle a expédié les bonnes faire leur corvée. Celles-ci ont bien essayé de gagner du temps ou de noyer le poisson, mais Margaret s'est faufilée en douce vers la pièce qu'elle venait de quitter et a tendu l'oreille. À l'intérieur, Jadiga faisait genre de dire non, pendant qu'Eric la rassurait en disant que les domestiques fermeraient leur clapet et que sa femme était toujours cloîtrée dans sa chambre, donc zéro risque. Les derniers doutes de Margaret ont disparu en fumée. Elle avait totalement raison de vouloir se barrer. Ces deux-là s'étaient vraiment bien trouvés. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, Margaret allait tracer sa propre route. Dehors, le soleil tapait joyeusement contre les fenêtres du manoir du comte Vance. Lui, les drames humains, il s'en tapait royalement. D'ailleurs, le comte Vance aussi se foutait pas mal de sa femme. Il a juste été un poil surpris quand le majordome lui a annoncé qu'elle voulait un prof. C'était quand même bizarre qu'elle se réveille maintenant. D'habitude, quand il lui disait de faire un truc, elle ne levait pas le petit doigt. Mais bon, le comte a décidé de la laisser faire sa vie. Gwen a alors demandé quel professeur il devait recruter. Eric a balancé que Rosie n'avait qu'à gérer ses profs toute seule, et qu'on n'avait pas besoin de venir le faire chier avec ça. Sauf que le majordome a bien vu qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le lit du. La nana est sortie de sous la couette, en râlant que vu que le comte s'était réveillé tout seul, il aurait très bien pu la réveiller au passage. Eric lui a répondu qu'elle était morte de fatigue la veille, et qu'il avait voulu la laisser dormir un peu. Le comte a demandé sèchement au majordome s'il avait autre chose à rajouter. Sinon, il pouvait prendre la porte, et le plus vite possible. Eric crevait d'envie de se retrouver seule avec Donna. Gwen a filé à l'anglaise, pour ne pas déclencher la colère du proprio. Donna a fusillé le majordome du regard avec mépris, et tout en galochant le comte Eric, la nana s'est dit avec un ego surdimensionné que c'était vraiment dur d'être aussi belle qu'elle. Le comte a caressé doucement le menton de sa belle. La seconde d'après, boum, il balançait direct son amante sur le lit de luxe. Un peu plus tard, le comte lui a demandé si Donna n'était toujours pas rassasiée. Apparemment, elle était refaite et dormait comme un bébé. La meuf faisait genre qu'Eric était un dieu grec et lui souriait tendrement. Sauf qu'en réalité, Donna Jediga ne trouvait pas du tout que le dieu Eric était un bon coup. Il était long d'assurer au lit comme elle l'avait imaginé. Mais bon, la meuf lui a quand même sorti qu'elle kiffait grave être avec lui. Pendant ce temps, Rosie Margaret grattait le papier avec sa plume, en prenant frénétiquement en note tout ce que son prof particulier lui dictait. La pauvre était au bout du rouleau. Pourquoi est-ce qu'elle devait se farcir autant de trucs ? Comment elle allait survivre à la suite si la toute première leçon lui paraissait déjà insurmontable ? Bref, le prof a fini par lui faire un résumé de l'histoire. En gros, la famille de Rosie régnait sur le comté de Serviart et avait perdu la guerre pour le trône impérial. Ils n'avaient sauvé leur peau que grâce à un coup de pouce d'Arthur, le prince héritier et archiduc de l'Empire. Mais leur sauveur n'avait pas pu empêcher la saisie de leurs biens et leur ruine totale. Après avoir écouté tout ce délire, Margaret a capté que Rosie était tombée raide dingue et avait épousé le mec qui avait détruit sa propre famille. Tu m'étonnes qu'elle passait pour un vrai monstre aux yeux de ses darons. Plot twist, il s'est avéré que le souverain actuel n'était même pas le père biologique du prince héritier. Le prof a raconté que l'ancien empereur et l'impératrice avaient chopé une maladie et en étaient morts, et que c'est l'oncle du jeune héritier qui a piqué sa place sur le trône. Franchement, c'était un mal pour un bien. Parce qu'à l'époque, le prince héritier aurait pu foutre un sacré bordel dans le pays. Le gars était glacial, impitoyable et super cruel. Le prof a mis Rosie en garde. Il ne fallait surtout pas s'approcher de ce taré, sous aucun prétexte. La demoiselle a gratté consciencieusement toutes les infos qui concernaient l'archiduc Arthur. Dans sa tête, Margaret s'est souvenue que d'après l'histoire du roman, Arthur finissait la tête tranchée par les fidèles de l'empereur. Le rencontrer était super important, mais carrément galère. Dans tous les cas, il allait falloir la jouer super fine. Soudain, la servante est venue annoncer que la calèche commandée plus tôt pour 9h du soir venait d'arriver. Margaret a découvert que Rosie voulait aller à la vente aux enchères pour dégoter un cadeau au comte. Direct, Margaret s'est dit que la meuf était complètement siphonnée. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien lui trouver à ce sale gosse pour lui faire des cadeaux ? Mais bon, vu que le carrosse était commandé et prêt à partir, la nana a décidé d'y aller quand même pour se marrer un coup. Très vite, Margaret Rosie est arrivée sur les lieux et est descendue de la calèche. La nana s'est retrouvée pile devant la fameuse salle des ventes où,
D'après le roman, Rosie raflait les larmes de la lune. C'était le petit nom très poétique d'un collier dont Eric bavait d'envie, et Rosie avait fait des pieds et des mains pour l'arracher aux enchères et l'offrir à son mari. Le mec avait empoché le bijou et l'avait direct offert à l'impératrice. Sauf qu'au final, il s'est avéré que le collier était une contrefaçon éclatée au sol, et le comte avait passé tous ses nerfs sur sa femme. Margaret savait que ces larmes de la lune, c'était du gros bidon, et que ça ne servait strictement à rien de raquer pour ce bijou. Mais bon, faire demi-tour direct aurait paru hyper louche pour son entourage. À l'entrée, on lui a collé un numéro dans les mains en lui souhaitant de bien s'amuser. Margaret a trouvé ce système de numérotation un peu chelou. Dans sa tête, c'était sûrement le numéro de son siège. Sauf que quand la nana a fini par trouver le siège indiqué sur son ticket, surprise, quelqu'un était déjà posé dessus. Margaret Rosie a jeté un regard tout penaud au mec qui squattait sa place. Devant elle, il y avait un beau blond qui, vu le prix de ses fringues, faisait partie du gratin de l'aristocratie. La demoiselle s'est adressée à lui super poliment pour lui signaler qu'il avait piqué sa place. Le gars dégageait une aura glaciale et regardait tout le monde avec un mépris total. Il se demandait à voix haute pourquoi il y avait des places numérotées ici. C'était bien la première fois que ça arrivait. Et là, Margaret Rosie s'est mise à suer à grosses gouttes. Apparemment, elle venait de faire une énorme boulette. Le domestique qui l'accompagnait est venu à sa rescousse. Il lui a expliqué que ce n'était pas un numéro de siège, mais une plaque pour participer aux enchères. Ça sert à se signaler et à proposer un prix, mais on peut s'asseoir absolument où on veut. Margaret s'en voulait d'avoir essayé de virer un mec qui était juste assis là, tranquille. Quand elle a entendu l'employé appeler le gars archiduc Arthur, elle s'est excusée pour l'incident, complètement choquée par sa propre audace. Le domestique de Margaret Rosie s'est empressé de s'excuser auprès du puissant aristocrate pour la gaffe de sa maîtresse. Mais le prince héritier s'était déjà levé. Les avertissements de son tuteur lui sont revenus en pleine face. Ne s'approcher d'Arthur sous aucun prétexte. Il fallait absolument se sortir de ce pétrin au plus vite. Margaret s'est empressée de reconnaître son erreur. L'archiduc Arthur n'a même pas pu placer un mot face au flot d'excuses expresses de la comtesse. La meuf n'arrêtait pas de jacasser, implorant son pardon pour son ignorance et sa grossièreté, et le suppliant d'avoir pitié d'elle. Margaret Rosie scrutait avec angoisse l'expression sur le visage de l'archiduc Arthur. Elle s'est dit qu'il n'avait pas l'air trop vénère pour le moment et qu'elle avait une chance de filer en douce. Mais Arthur a pris la main de Margaret Rosie et l'a conduite vers sa place. L'archiduc lui a ordonné de s'asseoir sur la chaise à côté de la sienne. Margaret Rosie hésitait encore à accepter l'invitation de l'archiduc. Elle a dit qu'elle préférait s'asseoir devant lui, une idée que le prince héritier a refusée net, car elle lui boucherait complètement la vue. Margaret Rosie s'est dit qu'il valait mieux aller dans le sens de ce mec plutôt que de le contredire. Les enchères ont commencé avec le présentateur qui braillait que ce soir, seul l'argent comptait. Il a annoncé que des lots d'une valeur de dingue allaient être mis aux enchères. Le tout premier lot présenté était une pierre précieuse ancienne. Les participants qui voulaient s'offrir ce premier lot se sont lancés dans la bataille. Margaret écoutait, complètement hallucinée par le fric que ces gens étaient prêts à lâcher pour un simple caillou. Les personnes rassemblées ici vivaient vraiment sur une autre planète par rapport aux gens normaux. Pendant ce temps, la pierre précieuse est partie pour 35 millions de tout-gris locaux. Le lot suivant était un objet que la moitié de la salle crevait d'envie de posséder. Le présentateur a annoncé que le lot suivant était le collier des larmes de la lune. La mise de départ était juste démentielle et s'élevait à 50 millions de roubles. Les enchères ont commencé, avec un prix de départ fixé à 10 millions. Margaret s'est souvenue de l'intrigue. C'est Rosie qui devait gagner, sauf que le collier allait s'avérer être un faux, ce qui ne leur apporterait que des embrouilles à tous les deux. Pour le coup, autant laisser les autres gagner, elle a décidé de ne pas bouger le petit doigt. Mais Margaret Rosie a remarqué que son voisin, l'archiduc Arthur, venait de se lancer dans la course pour choper les larmes de la lune. Le gars a levé sa pancarte et a annoncé d'une voix forte qu'il mettait 100 millions pour le collier. Elle écoutait, choquée, pendant que les adversaires du prince héritier continuaient de faire grimper les enchères. Margaret Rosie s'est dit qu'elle ne devrait pas rester muette pendant toute la soirée. Mais si elle s'en mêlait au mauvais moment, elle s'attirait des ennuis et toute l'histoire allait se répéter. L'archiduc a décidé de faire monter les enchères encore plus haut. Apparemment, il voulait vraiment la victoire. Margaret Rosie a posé sa main sur le poignet d'Arthur et l'a supplié du fond du cœur de ne pas acheter ses larmes. Elle a demandé au prince héritier d'arrêter les frais et de lâcher l'affaire, lui expliquant que ce serait jeter l'argent par les fenêtres.
L'archiduc a été super surpris par l'insistance de sa voisine et lui a demandé en quoi son argent la regardait. Margaret a regardé Arthur avec des yeux de chien battu, se demandant comment lui répondre sans se foutre dans la panade. La comtesse Vance continuait de tenir la main de l'archiduc Arthur, l'empêchant de faire sa prochaine offre. La jeune femme s'est maudite pour sa fâcheuse habitude de se mêler des affaires des autres. Il fallait absolument qu'elle perde ce tic, et vite. Finalement, Margaret a décidé de cracher le morceau, et lui a avoué que le collier était un faux. Arthur lui a demandé comment elle pouvait savoir un truc pareil. Parce que si elle disait vrai, ça voulait dire que les organisateurs se foutaient ouvertement de la figure de tous les aristocrates présents. Margaret ne savait pas trop comment l'expliquer. Elle ne pouvait quand même pas lui dire qu'elle l'avait lu dans un bouquin. Du coup, elle a sorti que les commissaires-priseurs eux-mêmes ignoraient qu'ils mettaient une copie en vente. Arthur a fait remarquer qu'elle avait l'air bien sûre d'elle, mais que si le collier s'avérait être un vrai, sa petite intervention allait lui coûter très cher. À moins que la comtesse Vance n'ait plus peur de rien, a lâché Arthur. Margaret Rosie a soudain paniqué à l'idée qu'il l'ait reconnue. À ce moment-là, on a annoncé que les larmes de la lune avaient été adjugées pour 360 millions. L'archiduc Arthur a demandé à la comtesse pourquoi elle ne disait plus un mot, et si elle comptait s'enfuir sans assumer les conséquences. Margaret s'est dit que si elle ne disait rien maintenant, elle risquait carrément de se faire tuer. Elle a sorti qu'elle mettait son propre corps en jeu pour prouver que les larmes de la lune qu'elle venait d'acheter étaient des fausses. La comtesse avait l'air tellement sûre d'elle que l'archiduc a de nouveau été pris de court. Le gars a redemandé. Elle met vraiment son corps en jeu pour ça ? Margaret s'est traitée de tous les noms dans sa tête. En fait, elle voulait dire « mon cou », mais sa langue avait fourché. Elle a ramé pour se justifier et essayé de rattraper sa bourde. Arthur a eu un petit sourire en coin et a balancé que, bien qu'il ne s'intéresse pas aux femmes mariées, il allait quand même vérifier à quel point elle était sincère. Le sang de Margaret Rosie n'a fait qu'un tour. Ce mec lui foutait vraiment les jetons. Elle a essayé de bafouiller, qu'elle ne pensait à rien de honteux, mais qu'elle mettait carrément sa vie en jeu. Sauf que quelqu'un a interpellé l'archiduc Arthur, et le mec a dû filer en 4e vitesse. Arthur s'est dit que remporter ce truc, en sachant que ça pouvait être une contrefaçon, lui laissait un petit goût amer. Ça valait peut-être le coup d'ignorer les avertissements de la comtesse Vance et de s'offrir quand même les larmes de la lune. Arthur a pensé que s'il proposait un meilleur prix au précédent acheteur, il pourrait repartir avec ce qu'il voulait aujourd'hui. Mais le gars s'est souvenu du désespoir dans les yeux de la comtesse quand elle l'avait supplié de ne pas toucher à ce collier. Sur le coup, Arthur n'avait même pas capté qui venait de le déranger. Il ne s'attendait pas du tout à recroiser un jour la route de la fille prodige de Madame Serviard. Aujourd'hui, Rosie était devenue le portrait craché de sa mère, et tout aussi magnifique. Le prince héritier a poussé un soupir. Leur toute première rencontre, à Rosie et Arthur, remontait à super loin, dans le château ancestral de ses parents. À l'époque, Rosie était toute petite et ne voulait pas du tout dire bonjour au prince, qui n'était lui-même qu'un gamin. La petite fille pleurnichait que le prince ne ressemblait pas à ça, et que ce n'était pas lui du tout. La gamine faisait des caprices, hurlait à plein poumon, et se planquait derrière la robe de sa mère. Arthur se souvenait d'avoir été complètement largué face à cette crise de nerfs de bébé, aussi stupide que puérile. L'archiduc se rappelait que, même quand Rosie pleurait toutes les larmes de son corps, son visage restait absolument adorable. Ces souvenirs de leur lointaine enfance ont mis un petit coup de nostalgie assez sympa à l'archiduc. Pendant ce temps, la comtesse Vance était au fond du trou. Elle avait l'impression d'avoir commis l'irréparable. Margaret Rosie s'imaginait déjà subir les pires tortures et se faire exécuter. Son garde du corps, Sarin, qui l'accompagnait, était plutôt d'accord avec sa maîtresse. Le gars a quand même rassuré la jeune femme en lui affirmant qu'il pourrait la protéger de n'importe quel danger. Mais au final, rien ne s'est passé et ils sont remontés tranquillement dans leur carrosse. Sivine se demandait bien comment un faux avait pu atterrir dans une vente aux enchères d'un tel niveau. La comtesse en a déduit que l'organisateur n'avait pas vendu la copie de façon intentionnelle. Quelqu'un avait forcément échangé l'original contre un faux. Sarin doutait un peu des conclusions de sa patronne et se demandait surtout d'où elle sortait ces infos. Elle a demandé à Cyrine d'arrêter de crier sur les toits des trucs aussi importants et secrets. La comtesse lui a sorti qu'elle l'avait vu un rêve. En vrai, si elle racontait la vérité, on allait la prendre pour une tarée. Alors elle a opté pour un petit bobard. Sur tout le trajet jusqu'au manoir, Sarin s'est demandé si sa maîtresse avait bien toute sa tête. Le lendemain matin, l'ambiance au manoir du comte Vance s'annonçait joyeuse et radieuse pour tout le monde. Chacun vivait sa petite vie.
Margaret Rose était en train de trier et de relire ses notes quand Donna Judiga a fait irruption dans sa chambre. La meuf a carrément fouillé dans les papiers de la comtesse sans la moindre gêne et a commencé à lui demander quel truc croustillant il y avait écrit. Margaret a répondu qu'elle s'ennuyait à mourir sans rien faire, alors elle relisait de vieux papiers. Judiga a même eu un peu pitié de Margaret. Absolument personne ne lui adressait la parole ici. La meuf a fait semblant d'être sympa et a sous-entendu que Anna se sentait super seule au monde. Si seulement monsieur le comte était un peu plus sympa avec sa femme, soupira Donna Judiga avec une hypocrisie monumentale. Marguerite mourait d'envie de lui balancer une pique bien acide. Mais pour l'instant, il fallait endormir la méfiance de son ennemi. La comtesse a direct grillé les nouvelles boucles d'oreilles de Donna. Marguerite Rosy l'a complimenté sur ce petit bijou, en lui disant que ça lui allait super bien. La jeune femme a tout de suite deviné que c'était un cadeau d'Éric. La servante, elle, se la pétait en disant que ça venait de son nouveau mec. Margaret a fait semblant d'être super contente pour Donna. Et Jadwiga a lâché son sourire le plus mielleux. Cette meuf n'avait vraiment aucune race. À l'époque, Margaret croyait que son sourire était sincère. Mais en fait, c'était juste de la pure vanité, histoire de montrer qu'elle se sentait supérieure. Ça la rendait fière de coucher en scred avec le mari de sa meilleure pote. Rien que d'y penser, ça donnait la gerbe à Margaret. Jadwiga jubilait d'avoir dans la poche un homme qui lui faisait une confiance aveugle. Margaret Rosy a serré les poings, bouillonnant de rage et d'indignation. Elle avait trop envie d'en coller une à Jadwiga pour effacer ce sourire de garce de son visage une bonne fois pour toutes. Mais ce n'était pas encore le moment. Jadwiga a alors interpellé Rosy. La comtesse a expliqué qu'elle admirait ses boucles d'oreilles de luxe. Donna Jadwiga s'est vantée que ce cadeau était aussi magnifique qu'elle. Margaret Rosy a alors demandé à la servante comment elle avait rencontré son mec. Donna a répondu que c'était tout simplement le destin qui les avait réunis. Elle considérait son chéri comme l'homme parfait, et elle ne s'est pas gênée pour le balancer direct à Rosy. Dans sa tête, Donna Jadwiga a déjà tout calculé pour piquer la place de la comtesse. Et dans cette vie, hors de question de se planter. Dans sa vie précédente, ses parents l'avaient reniée parce qu'elle avait volé le mari de sa meilleure amie. Jadwiga aurait dû écouter ses parents et annuler son mariage. Mais elle n'en a fait qu'à sa tête et a épousé cet idiot d'Alex Gray. Du coup, elle voyait sa réincarnation dans ce bouquin comme une seconde chance offerte par les dieux pour vivre enfin la vie de rêve qu'elle méritait. La comtesse a dévisagé sa rivale, se demandant jusqu'où irait le culot de cette meuf. C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte en bas. Avec une fausse pitié, Donna s'est excusée d'étaler son bonheur devant sa copine, dont le mariage partait en vrille. Mais bon, elle a ajouté que gérer un mari, c'est pas de la tarte. Alors Rosy ne devrait pas trop se prendre la tête. Rosy a remercié Donna pour sa sollicitude, en disant qu'elle n'avait personne d'autre pour la comprendre. Intérieurement, elle se disait qu'elle avait vraiment été conne dans le passé. Si seulement elle avait fait plus attention à cette proche dont les intentions étaient pourtant si grillées et dont les moindres gestes étaient si prévisibles. Si seulement elle avait mieux cerné sa pote à l'époque et qu'elle n'avait pas aimé à la folie un mec qui n'en valait absolument pas la peine. Elle n'aurait pas autant souffert. Elle n'aurait pas gâché 3 années entières de sa vie et elle ne se serait pas retrouvée coincée dans ce roman. La seule chose qui l'a consolée, c'est que maintenant, c'était elle qui tirait les ficelles et non plus Jadwiga. Et franchement, ce rôle lui plaisait grave. C'était même jouissif de regarder son mari et sa soi-disant copine préparer leur propre chute. On a frappé à la porte et un domestique a annoncé qu'une invitation était arrivée au nom de la maîtresse de maison. Le valet a alors tendu une enveloppe cachetée à la comtesse. Margaret a ouvert le message à la hâte, un peu stressée, sachant que Rosy n'avait aucun contact dans la haute société. Sans la moindre gêne, Donna lui a arraché la lettre des mains en demandant ce que c'était. Rosy a répondu calmement que c'était une invitation pour une réception. Rien de bien méchant. Il suffisait de bien se saper et de se faire de nouveaux contacts. Jadwiga a direct lâché que ça allait être génial et que Rosy devait absolument l'emmener, vu qu'elles étaient super copines. Rosy a répondu qu'elle l'aurait bien prise avec elle, évidemment, mais que c'était un truc hyper select, réservé aux nobles. Les domestiques n'ont pas le droit de mettre les pieds dans ce genre de soirée. Elle a gentiment expliqué à Donna qu'elle se ferait direct recaler à l'entrée, vu qu'elle n'avait pas de sang bleu. Ou alors, Donna pouvait toujours l'accompagner en tant que femme de chambre. Ça, c'était totalement faisable. En entendant ça, Donna avait la haine. Elle se voyait déjà comme la future comtesse, alors hors de question de faire la boniche pour sa rivale devant toute l'aristocratie de l'Empire. Avec une petite moue innocente, Rosy lui a demandé si elle lui en voulait. Qu'elle ne disait pas ça méchamment, hein, ce sont juste les règles. Rosy a jeté un petit regard en biais à Donna,
lui demandant si elle était vexée. Elle savait très bien que la blonde bouillonnait à l'intérieur, et franchement, ça mettait notre héroïne aux cheveux roses en joie. En ravalant sa rage et en insultant copieusement Rosie dans sa tête, Donna a balayé l'inquiétude de la comtesse d'un revers de main. Elle a menti en disant qu'elle était juste saoulée par la situation. Mais vu son rire super crispé, ça se voyait qu'elle forçait. En vrai, elle l'avait grave mauvaise que l'invitation soit pour la comtesse Rosie et pas pour elle. Pendant que Rosie cherchait à voir de qui venait la lettre, Donna passait ses nerfs en maudissant la femme de son amant dans son dos. Une invitation de l'archiduc Arthur. C'était un truc de fou. Pourquoi lui envoyer une lettre à elle, personnellement ? Dans l'histoire originale du roman, Arthur ne croise même pas la route de Rosie une seule seconde. Déjà que c'était improbable de le croiser à la vente aux enchères, voilà qui décidait carrément de l'inviter à une réception. Et le plus dingue, c'est que la lettre n'était pas adressée au comte Vance, mais bien à elle toute seule. Rosie s'est dit que c'était sûrement à cause du collier des larmes de lune, qu'un autre noble allait offrir à l'impératrice cette fois-ci. Après tout, ce collier était un faux, et les ragots n'allaient pas tarder à faire le tour du palais. Arthur avait appris de la bouche de Rosie que c'était de la camelote, et que ça ne servait à rien de l'acheter. La jeune femme pensait qu'elle ne recroiserait plus jamais l'archiduc. De toute façon, interdiction de s'attacher à lui, vu qu'il allait bientôt mourir. Ça ne servait donc à rien de se prendre la tête avec Arthur et ses embrouilles avec la famille impériale. Sauf que là, pour le moment, Arthur était bel et bien vivant. Rosie a donc décidé d'aller à cette soirée, histoire de tâter le terrain dans la haute société. De son côté, Donna a bien capté que la comtesse avait une réaction un peu chelou. Elle passait du blanc au rouge vif, mais franchement, la blonde s'en foutait royalement. Son seul objectif, c'était de s'incruster pour voir l'archiduc Arthur. Avec une tristesse feinte, Rosie lui a relu le passage disant que l'entrée était stricte, noble uniquement, pas de domestique. Donna a commencé à se creuser la tête pour trouver un moyen d'y aller. Si elle y allait juste comme accompagnatrice, elle ne serait qu'un vulgaire boulet. C'est là qu'une idée de génie a traversé l'esprit de cette fille complètement perchée. Ça allait marcher, c'était sûr. Les mains de la servante ont tiré les rideaux du grand dressing avec assurance. La maîtresse du comte a maté les fringues et les bijoux de Rosie avec un sourire satisfait, comme si c'était sa propre garde-robe. Mais en vrai, il n'y avait que de vieilles robes toutes simples. Du coup, Donna a décidé qu'une fois devenue comtesse, elle exigerait du comte qu'il lui paie des fringues de luxe. Et elle lui demandera de l'emmener avec lui à cette fameuse réception. De toute façon, elle allait bien devoir se mêler à la haute société un jour ou l'autre. Le regard de la blonde a été captivé par une tiare qui brillait de mille feux sur l'étagère. Elle s'est dit que, même si le bijou paraissait un peu basique, ça ferait largement l'affaire pour l'instant. Surtout que la tiare de la comtesse lui irait 100 fois mieux qu'à cette fade de Rosie. Elle a continué à fouiller dans les affaires de sa maîtresse pour voir ce qu'elle pouvait gratter d'autre. Et là, une paire de petites chaussures d'enfant est apparue dans le placard. La blonde les a ramassées. Pour Donna, Rosie était vraiment débile. La comtesse avait fait une fausse couche, mais elle gardait quand même des conneries pour bébé, va savoir pourquoi. En plus, un gosse, ça n'apporte que des emmerdes. Sur cette pensée, elle a balancé les chaussures au fond du placard. Dans sa vie d'avant, elle en avait eu un de gosse. Elle savait mieux que personne que ça ne fait que brailler et pleurer 24 heures sur 24, et que ça ne sert absolument à rien dans la vie. Elle aurait carrément mieux fait d'utiliser tout ce temps perdu avec le bébé pour faire ses soins de la peau. Heureusement, dans ce monde-là, il y a des nounous pour tout gérer, donc zéro prise de tête. Rosie s'est approchée de son armoire et a été horrifiée devant le bordel que Donna y avait mis. La blonde s'est tournée vers la comtesse, hyper détendue, et a lâché de sa petite voix mignonne qu'elle n'avait vraiment rien à se mettre. Du coup, elle cherchait juste un truc à lui emprunter. Après tout, les copines c'est fait pour ça, non ? S'entraider et se prêter des trucs. Rosie a froncé les sourcils, agacée. En réalité, elle s'en fichait complètement, mais il fallait qu'elle pousse Donna à vouloir piquer sa place. La comtesse a donc arraché la couronne des mains de la servante en hurlant qu'elle pouvait tout prendre, sauf cette tiare. Donna a été ultra choquée par la réaction de la comtesse. La blonde a commencé à bredouiller des excuses, lui demandant de ne pas toucher à la couronne. Cette tiare, c'était un cadeau de mariage du comte Éric. Rosie a posé un regard faussement tendre sur le bijou, expliquant que c'était le tout premier et l'unique cadeau que le comte avait choisi personnellement pour elle. D'entendre ça, ça a fait le bon air de la blonde. Pendant que Rosie faisait semblant de mater le bijou avec mélancolie, genre « Oh, mon beau jour de mariage », Donna exultait. Elle avait déjà reçu 3 cadeaux de la part du comte, ce qui voulait dire que la comtesse ne faisait carrément pas le poids face à elle. La blonde a bien fait exprès d'attirer l'attention sur ses boucles d'oreilles.
Elle a même proposé de réclamer un cadeau au comte pour Rosie, persuadée qu'il lui obéirait au doigt et à l'œil. Rosie a joué la meuf choquée et confuse. Mais pourquoi son mari écouterait-il la requête d'une simple bonne ? Toute fière d'elle, la blonde a balancé qu'elle était désormais la servante personnelle du comte. Au fond, elle repensait surtout à la nuit torride qu'il venait de passer. C'est elle-même qui avait supplié Eric pour ce poste, histoire de coller au basque de son amant. Du coup, elle allait passer beaucoup plus de temps avec lui que sa propre femme. Bref, Donna aurait toutes les occasions du monde pour papoter avec Eric. La comtesse sait très bien que, même si le comte est nul pour exprimer ses sentiments, il est le boss absolu pour prendre soin des autres. Sachant à quel point il est glacial avec sa femme, Donna s'amuse à jouer avec les nerfs de Rosie comme une pro. Rosie a décidé de s'éclipser en sortant d'excuses bidons qu'elle devait chercher un truc dans son bureau. Si la vraie comtesse avait été à la place de notre héroïne réincarnée, elle aurait pété un câble. Heureusement, ce n'est plus la vraie Rosie qui contrôle ce corps. Du coup, honnêtement, elle s'en fout royalement du comte. À peine la comtesse avait-elle quitté la pièce que le rire diabolique de la servante a résonné derrière la porte. « Mais vas-y, qu'elle rigole autant qu'elle veut. Donna peut bien jalouser la comtesse, mais s'il y a une remplaçante toute trouvée, Rosie pourra enfin se barrer de cette baraque. » Dans son bureau, c'était le chaos. Des papiers étaient éparpillés partout par terre, genre on aurait dit qu'une tornade était passée par là. Les documents étaient dans un bordel monstre, alors la fille s'est accroupie pour tout ramasser. Elle les avait pourtant laissés sur la table. Est-ce que le vent a vraiment pu faire tout ce bazar, s'est-elle demandé, en jetant un œil à ce qui était écrit. Et là, le choc. Des documents décrivaient un plan machiavélique pour assassiner l'archiduc Arthur. L'idée, c'était de le faire passer l'arme à gauche sans affoler le peuple. Mais s'il meurt d'une maladie comme l'impératrice, ça va grave éveiller des soupçons d'empoisonnement. Il fallait donc tuer l'archiduc d'une façon beaucoup plus radicale, ni vue ni connue. Et pourquoi pas utiliser le dernier incident ? S'ils arrivent à bien piéger l'archiduc Arthur, personne ne s'opposera à son exécution. Ce qu'elle venait de lire a foutu une trouille bleue à la fausse comtesse. Clairement, elle venait de fourrer son nez là où il fallait pas. Elle a réajusté les feuilles dans ses mains et a fait quelques pas en arrière en mode panique. Ça ne leur suffisait pas d'avoir assassiné l'impératrice en douce. Maintenant, ils voulaient se débarrasser de son fils. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle était censée faire là ? Elle n'était peut-être pas obligée de courir direct tout balancer à l'archiduc, parce que si elle fait ça, c'est elle qui va y passer. Mais pour l'instant, il y avait plus urgent. Des bruits de pas rapides se rapprochaient du bureau. Le comte Eric a ouvert la porte de son bureau en trombe. Son visage tremblait, un mix parfait entre la peur et la rage. Il n'avait vraiment, mais alors vraiment pas envie que sa femme mette les pieds dans son bureau. Donna lui avait balancé l'info, et il était hors de lui de la savoir ici. Il lui a donc tout craché à la figure. Mais la fille a fait genre de rien, l'air innocent, et s'est tournée vers son mari. Coup de bol monumental, elle se tenait pile devant une fenêtre grande ouverte. Avec un calme olympien, elle s'est justifiée en disant qu'elle était juste venue chercher un bouquin et que le vent avait fait voler toutes ses feuilles. Il fallait jouer la comédie à fond, comme si elle n'avait absolument rien vu du contenu des lettres. La fille a alors demandé à Eric pourquoi elle était si pressée avec ses livres. Le comte serait-il en train de paniquer pour ces pauvres bouts de papier étalés par terre ? La comtesse lui a même proposé de l'aider à ramasser, en sortant l'excuse mignonne qu'ils n'avaient rien fait ensemble depuis un bail. D'un coup sec, le comte a frappé les feuilles pour les faire tomber des mains de sa femme, en hurlant qu'elle ne devait même pas oser les toucher. Sous le choc, elle a serré sa main meurtrie contre sa poitrine, reculant par réflexe pour éviter de se prendre son mari qui se jetait par terre. Eric a accusé sa femme d'avoir déjà tout lu et de s'être introduite en douce dans son bureau sans aucune permission, avant d'exiger qu'elle lui donne la vraie raison de sa présence. Rosie, imperturbable, a maintenu qu'elle cherchait juste un bouquin pour ses études et qu'elle avait fermé la fenêtre en voyant que les papiers s'envolaient. Le comte s'est alors souvenu de sa dernière discussion avec le majordome qui lui avait raconté que madame, pour tuer l'ennui, avait décidé de se remettre à étudier. Eric a réalisé que c'était lui-même qui l'avait autorisé à s'instruire. Pas étonnant qu'elle cherche un livre du coup. Contre toute attente, il a fini par la croire. Faut dire que pour le coup, c'est lui qui avait grave manqué de prudence. Pour cette fois, il a pardonné à la fille aux cheveux roses, mais il lui a formellement interdit de s'approcher à nouveau de ce bureau. Le mec s'est retourné vers la porte et s'est barré, ignorant sa femme avec un mépris total. La pauvre s'inquiétait de ne plus avoir d'endroit où réviser, mais il n'en avait rien à faire. Le comte a claqué la porte derrière lui, laissant Rosie souffler un coup avec son bras un peu amoché. Pfiou ! Elle a enfin pu relâcher la pression. Elle s'en était sortie saine et sauve. Mais maintenant, il allait falloir gérer le cas de l'archiduc Arthur.
Le soir même, Eric et Rosie dînaient ensemble, posés à une table à moitié vide. Le comte a jeté un regard complètement indifférent sur les gratignures qu'il avait laissées sur la main de sa femme. Puis, l'air de rien, Eric a proposé à la fille aux cheveux roses de faire une sortie ensemble dans une semaine. Rosie n'a pas du tout capté pourquoi il voulait y aller avec elle. Franchement, qu'il y aille avec sa maîtresse. Elle s'est dit qu'il essayait de s'excuser de l'avoir frappée dans la journée, alors elle a direct décidé de refuser. Elle a balancé à son mari qu'elle avait déjà des plans de prévus pour la semaine prochaine et qu'elle serait super occupée. Le comte a posé sa fourchette sèchement et lui a rappelé que la semaine prochaine, ce serait un jour important et qu'elle ferait bien de s'en souvenir. Perdue, elle s'est arrêtée de manger. Sérieusement, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait la semaine d'après. Le comte était scotché. C'était son anniversaire. D'habitude, Rosie en faisait des caisses pour cet événement. Pourquoi faisait-elle semblant de ne plus s'en souvenir ? Surtout qu'il venait carrément de l'inviter à sortir. La comtesse a fini par avouer qu'elle avait reçu une invitation de l'archiduc Arthur pour une réception qui tombait pile le même jour. Fou de rage, le comte s'est levé d'un bond et a frappé violemment la table des deux mains, faisant trembler toutes les assiettes. Eric avait trop le seum. Il était furieux que l'archiduc Arthur ait invité uniquement la comtesse Rosie, sans même le tenir au courant pour cette fameuse réception. Comment c'était possible que l'archiduc zappe concrètement le comte pour écrire direct à sa femme ? Rosie ne comprenait pas vraiment pourquoi elle s'énervait. Bon sang, on l'a invité, point barre. Ça sert à quoi de râler dans sa barbe ? D'après Eric, Rosie et l'archiduc ne s'étaient jamais croisés. Alors pourquoi il inviterait à une réception une fille qu'il n'a jamais vue ? L'interrogatoire d'Eric commençait à gaver Rosie, mais elle a continué de répondre avec franchise. Il n'y a rien de louche dans cette invite. Ils s'étaient juste croisés lors d'une vente aux enchères où la comtesse était allée acheter un cadeau pour le comte. Mais pour Eric, c'était super cramé. Il y a 2 secondes, elle faisait genre d'avoir zappé son anniversaire et là, bam, elle lui parle d'un cadeau pour lui. Ce mec toxique en a donc déduit que la petite aux cheveux roses faisait exprès de l'ignorer juste pour attirer son attention. Pitoyable. Le comte a décidé de faire genre qu'il n'avait rien remarqué. Mais dans le fond, pourquoi l'archiduc n'avait invité que Rose ? Et c'était quoi son plan au juste ? Il n'y avait plus que ces 2 pensées qui trônaient en boucle dans la tête du comte. Mais enfin, ce n'était pas le plus important. D'un ton sec, Eric a prévenu sa femme qu'il annulait leur sortie pour l'accompagner à la réception de l'archiduc cette année. Et son but secret ? Faire en sorte que cette soirée soit la toute dernière de la vie d'Arthur. Pendant ce temps, Donna marchait à toute vitesse dans les couloirs du domaine, fulminant intérieurement contre l'insolence de certains chevaliers. Un mec en particulier avait pris grave la grosse tête après avoir passé 2 ou 3 nuits avec elle, s'imaginant que la blonde le préférait au comte. Quel idiot naïf. La blonde n'en a strictement rien à cirer de lui, ce n'est qu'un misérable chevalier. Déjà en retard pour rejoindre Eric, elle passait ses nerfs en bousculant et en frappant les servantes sur son passage. Notre meuf a direct plaqué un sourire angélique sur son visage en entrant dans la pièce du comte Vance. Sauf qu'Eric, lui, tirait la tronche à cause du retard de la jolie blonde. Il lui avait pourtant bien répété qu'il avait horreur des gens en retard. Du coup, elle a commencé à chercher des excuses bidons. Genre, on lui aurait refilé une corvée surprise de dernière minute qu'elle n'a pas pu boucler à temps. Le comte, super surpris, a direct fait savoir à la gouvernante que Donna était sa servante personnelle et que personne d'autre n'avait intérêt à lui donner des ordres. Évidemment, elle a trouvé un bouc émissaire. Après tout, c'est juste une domestique. Du coup, elle ne faisait qu'exécuter les ordres de la comtesse. Elle ne pouvait quand même pas lui désobéir. Le comte a alors attrapé la blonde par la main et l'a tirée vers lui. Pour Eric, on avait déjà beaucoup trop parlé de sa femme, Rosie. Le mec a carrément forcé la blonde à se mettre à genoux. Aujourd'hui, elle ne ferait que ce que le comte Eric ordonne. Donna a lâché un petit sourire satisfait en se disant que la place de comtesse allait bientôt se libérer. Pendant ce temps, il était midi pile et le domaine baignait dans un grand soleil. Plus que 4 jours avant le banquet. Rosie a déjà réussi à potasser les noms et les relations de tous les aristos, mais le hic, c'est qu'elle ne reconnaît personne de visage. C'est vraiment galère qu'il n'y ait pas de photos dans ce monde. Pour le premier événement mondain de Rosie, où elle ne connaît absolument personne, il y a 2 femmes qu'elle doit à tout prix éviter. La duchesse Bella, qui contrôle toute la haute société, et Teresa, la mère d'Eric. La belle-mère de l'histoire déteste notre héroïne aux cheveux roses, donc impossible de traîner avec ces 2-là. Du coup, la cible de Rosie dans cette soirée, ce sont les jeunes filles célibataires de son âge. Comme c'est sa toute première sortie,
Faut pas trop forcer non plus. Au fait, depuis l'histoire des documents l'autre jour, elle prend juste ses cours dans le salon de réception et n'a même pas eu l'occasion de revoir son mari. Franchement, quand tu lis le roman, t'as l'impression que tout est super facile pour l'héroïne. Soudain, le comte a débarqué dans la pièce. Il a bien remarqué que sa femme soupirait à s'en arracher les poumons, comme si elle allait clamser. Rosie a fait un bond, carrément effrayée par la présence de son mari. Le mec lui a tendu la main sans prévenir. La fille aux cheveux roses a cru qu'il voulait lui tenir la main, genre romantique, tu vois. Elle a donc posé sa petite main fragile dans celle de son mari, et bam, elle s'est pris une grosse claque sur les doigts. Eric était carrément dégoûté à l'idée de toucher sa femme. Il ne voulait absolument pas qu'elle l'effleure. « Ne me touche pas », semblait dire son regard. En fait, il était juste venu chercher le cadeau d'anniversaire que la comtesse avait acheté. Il a pointé du doigt la boîte rose poudrée sur la table. Rosie est tombée des nues. Pourquoi ce mec lui demandait un truc d'un seul coup? La comtesse s'est excusée auprès de son mari. « Je n'ai rien préparé pour toi ». Eric a alors de nouveau pointé la boîte. Mais notre héroïne a répondu direct que ce cadeau était pour l'archiduc Arthur et qu'elle ne pouvait pas lui donner. Là, le comte a pété un plomb et s'est mis à hurler sur sa femme. Genre, le jour de son anniversaire, on ne lui adresse même pas un mot gentil, mais on prépare un cadeau pour un stupide archiduc. Selon lui, une comtesse mariée qui fait ça salit carrément l'honneur de la famille Vance. Mais la fille n'allait pas se laisser faire. Et là, elle a pété un câble. Le comte savait très bien d'où elle venait et l'a traitée comme une moins que rien. Mais l'archiduc l'a quand même invitée à sa petite soirée mondaine. Elle se devait au moins de lui ramener un petit cadeau pour le remercier. Et franchement, la gueule de 6 pieds de long de son mari, elle s'en balançait complet. Elle a chopé son cadeau et l'a serré super fort contre elle. La pauvre Rosie, la vraie, essayait quand même de gratter l'amour d'Eric, même s'il la traitait comme un chien. Faut le faire, parce qu'il n'y a vraiment rien à sauver chez ce mec. Bref, en fin de soirée, le carrosse des Vance s'est mis en route vers la fameuse teuf. Monsieur le duc était assis en face de sa femme, à la fixer sans dire un mot. L'ambiance était lourde, un vrai silence de mort. Franchement, ça aurait été 1000 fois mieux s'il n'était pas venu s'incruster à la soirée avec Rosie. Au moins, ça aurait servi à faire culpabiliser ce mari chelou. Mais bon, le carrosse s'est arrêté. Les ronds ont grincé, et le cocher a gueulé pour annoncer qu'ils étaient enfin arrivés. Ce goujat de comte est juste descendu du carrosse, sans même lui tendre la main par simple politesse. De toute façon, la comtesse n'attendait plus rien de cette ordure. En serrant son précieux cadeau, elle a essayé de descendre toute seule. Sauf que, pas de bol, elle s'est pris les pieds dans sa robe et a piqué un plongeon. Génial, elle allait finir le nez dans la boue et bousiller sa belle tenue. Genre, super, je vais devoir rentrer à la maison sans même avoir profité du buffet. La loose totale. Mais par chance, le beau Arthur passait par là, et elle a atterri direct dans les bras musclés de l'archiduc. Ni une ni deux, il a rattrapé la comtesse en douceur et l'a remise sur ses pieds. Elle était choquée de tomber sur lui aussi vite, mais Arthur, lui, avait l'air ravi. Elle a fait un petit pas en arrière pour pouvoir lui parler sans lui respirer dans le nez. Arthur était trop content d'être arrivé pile à l'heure pour la sauver. Du coup, il s'est direct proposé pour être son cavalier, vu qu'elle avait l'air d'avoir été plantée là, toute seule. Et là, comme un diable sortant de sa boîte, bam, le comte Eric débarque. Il a coupé la parole à Arthur et a agrippé le bras de sa femme comme une brute. Pour ce mec, hors de question qu'une comtesse mariée se pointe à une soirée sans son mari. Monsieur a sorti qu'elle était accompagnée de son mari pour veiller sur sa petite vertu, et que le beau Arthur avait l'air un peu trop intéressé par sa femme. Sauf que l'archiduc n'avait Dieu que pour la façon hyper violente dont Eric broyait le petit poignet de la comtesse. Pour Arthur, c'était clair comme de l'eau de roche. Ce type se fichait royalement de sa femme. Il ne l'avait même pas aidé à descendre de ce foutu carrosse. C'est pour ça que lui avait volé à son secours, en bon gentleman. Joignant le geste à la parole, l'archiduc a carrément dégagé la main du comte pour libérer le bras de la belle. Autant vous dire qu'Eric l'a pris super mal. Arthur lui a lâché, le plus calmement du monde, qu'il ferait bien de relâcher sa prise avant de lui faire un bleu. Et qu'au lieu de l'agresser, il devrait plutôt passer un bon moment avec sa femme. Vexé de fou, le comte a fait une révérence super agressive en balbutiant qu'il avait juste été inattentif. Il a juré à Arthur qu'il allait bien s'occuper de son épouse. Mais en le regardant avec son regard de poisson mort, on captait direct que le mec en savait beaucoup plus qu'il ne voulait bien le dire. Eric a dit à l'archiduc d'aller faire la causette aux autres nobles de la soirée, vu qu'il devait être obnubilé par la famille Vance. Mais Arthur s'est juste penché vers le comte,
et lui a chuchoté un petit conseil bien piquant dans l'oreille. Parfois, pour obtenir ce qu'on veut, il faut savoir rentrer ses griffes. L'archiduc en personne meurt d'envie d'arracher la langue de vipère du comte. Arthur fait juste semblant d'être sympa avec Eric, et il conseille au comte de jouer la comédie, lui aussi. Sinon, il passe juste pour un petit morveux. Arthur a donc demandé au comte de se calmer un peu pendant le banquet, histoire de ne pas plomber l'ambiance pour tout le monde. L'archiduc a tracé sa route, ignorant le comte qui bouillait de rage. Eric a traité Arthur d'enfoiré juste après, mais il a quand même capté le message. Le regard noir et plein de haine du comte a fusillé Rosie. Clairement, sa femme le gonfle grave. Eric a pointé son doigt vers la comtesse en lui ordonnant de l'attendre ici, et sans faire de conneries. Puis, le comte s'est cassé dans la direction opposée, plantant sa femme toute seule à l'entrée. La pauvre est restée complètement figée au début. Elle ne savait pas du tout quoi faire. La comtesse devait se pointer dans la salle toute seule. Son mari s'était taillé et Arthur avait pris la fuite, la laissant sans le moindre cavalier. La voix du majordome a annoncé son nom dès qu'elle a franchi les portes de la salle de bal. La meuf a commencé à stresser, mais elle a pris une grande inspiration pour se calmer mentalement. Si elle reste zen, tout ira bien. Elle est là pour se faire des contacts après tout. Les gens ont commencé à chuchoter sur son passage. Bah oui, c'est la fameuse comtesse, que son propre mari ne calcule même pas. On raconte qu'elle le suit partout, comme un petit toutou. Les rumeurs disent qu'elle mène une vraie vie de galère. N'importe qui à sa place aurait déjà jeté l'éponge depuis un bail, vu comment son mari la traite. À croire qu'elle n'a aucune fierté. Au final, se faire des potes dans ce milieu, c'est bien plus galère que ce que Rosie pensait. Mais bon, elle compte pas baisser les bras si vite. La fille s'est faufilée dans la foule, un peu comme une pestiférée, en direction du buffet. Première étape, manger un bout, boire un coup et guetter le bon moment. Quelqu'un a agité une coupe de champagne sous son nez, attirant le regard de ses yeux carmins. C'est l'archiduc Arthur, qui faisait grave des pieds et des mains pour que la comtesse Vance remarque sa royale présence. Arthur lui a demandé si son poignet allait bien. Il avait bien vu comment Eric le lui broyait tout à l'heure. Ça le travaillait depuis tout ce temps. Rosie a remercié Arthur de s'inquiéter pour elle et pour son coup de main précédent. Elle était super reconnaissante que le blondinet l'ait rattrapée. Pour Arthur, c'était juste un coup de bol d'être au bon endroit au bon moment. Puis finalement, le jeune homme a posé la question qui lui brûlait les lèvres. Comment la fille a-t-elle su que les larmes de la lune étaient des fausses ? Ça y est, la vraie raison de son invitation à la réception était démasquée. Enfin bon, Arthur ne va certainement pas gober qu'elle a lu ça dans un roman. La fille s'est justifiée en disant qu'elle avait entendu dire que les vraies larmes de la lune prenaient une teinte rouge au clair de lune. Contrairement à la parure de l'enchère, Arthur avait de gros doutes sur ses explications. Pour lui, un seul détail ne suffisait pas pour juger de l'authenticité du bijou. Les larmes de la lune, c'était un collier unique et super spécial. Rosie espérait de tout cœur que cette excuse ferait l'affaire. Voulant esquiver un gros malaise, elle a voulu s'éclipser et a souhaité une bonne soirée au grand-duc. Mais d'un geste super doux de la main, Arthur a retenu la fille aux cheveux roses. Il lui a demandé de ne pas partir si vite et l'a invitée à danser. La pauvre était en panique. C'est quand même une femme mariée, elle n'a pas envie de s'attirer des ennuis. Mais son mari est aux abonnés absents. Arthur a fait remarquer à Rosie que son mec passait déjà du bon temps avec une autre femme, donc elle pouvait bien s'accorder une danse avec lui. Rosie était vraiment hors d'elle face au culot d'Eric. Genre elle devait faire tapisserie près de la porte et se faire toute petite, pendant que monsieur tapait la discute avec tout le monde. Rosie a donc accepté avec joie de danser avec le fils de l'impératrice, parce que franchement, les maris, ça ne sert à rien. Arthur a bien remarqué qu'elle dansait comme un pied. Franchement, qui oserait croire que dans sa vie antérieure, elle faisait de la danse ? Ses rares heures de libre, elle les passait à faire de la physique, sérieux. Elle bougeait ses jambes n'importe comment, en essayant de ne pas écraser les pieds de son partenaire. Arthur la rassure doucement, lui dit de ne pas se presser. Il prend vraiment soin d'elle et l'empêche de tomber. Arthur la regarde avec tellement de tendresse. Même son ex-mari de sa première vie ne l'avait jamais regardée comme ça. Comme quoi, les apparences sont trompeuses. Arthur n'est ni cruel ni effrayant en fait. La fille aux cheveux roses a remercié le grand-duc pour la danse. Elle était super contente qu'il ait pris le temps d'être avec elle. Mais tout de suite après, elle a entendu les gens chuchoter autour d'eux. Les gens cancanaient avec beaucoup de mépris sur elle et Arthur. Pour eux, Rosie n'est qu'une moins que rien. Sûrement parce qu'elle n'a même pas eu de vraie présentation dans le monde. Bref, pour la foule, elle n'a rien pour elle. Avec sa façon de parler et de danser, personne n'en voudrait. Ça doit être un cauchemar pour le comte de vivre avec elle.
C'est là qu'Eric a surgi derrière sa femme et l'a attrapée violemment par l'épaule nue. Elle lui foutait la honte et se ridiculisait. Non seulement elle n'était pas foutue de rester à sa place, mais en plus, elle s'était mise en tête de danser avec le grand-duc. Eric, serrant les dents d'un air menaçant, lui a ordonné de dégager d'ici. Le comte a exigé que sa femme arrête de se donner en spectacle. Ce mec s'imaginait que Rosie avait forcé Arthur à danser juste pour attirer son attention à lui, alors que son attitude ne faisait que le repousser encore plus. Il est toujours persuadé qu'elle est en chien, à mendier son attention. Bon, le comte a quand même fini par admettre qu'il avait complètement ignoré sa femme ces derniers temps. Il l'a tirée par la taille, la serrant fort contre lui d'une façon hyper brutale. La fille était outrée par le comportement de ce mari qu'elle ne supporte plus. Contrairement à la vraie Rosie, elle déteste ça. Dans la tête du comte, sa femme a le droit d'être en colère parce qu'il ne l'a pas prise dans ses bras depuis 3 semaines et il devait grave lui manquer. Le mec s'apprêtait à lui faire un bon gros câlin pour rattraper tout le temps perdu. À la grande surprise du comte, Rosie l'a repoussé direct. Elle n'en a absolument rien à faire de son attention ou de ses caresses. Pour Rosie, c'est clair. Eric a trop bu et ne contrôle plus ce qu'il fait. Bref, Rosie est partie se reposer avec un culot monstre en ignorant totalement. Du point de vue du comte, son attitude était vraiment chelou ces derniers temps. Rosie passait son temps à l'esquiver. Même si l'ambiance était plutôt bonne juste avant, ce grand benet d'Eric ne s'est pas laissé abattre. Il a repéré une jolie servante et s'est dit qu'il allait la draguer pour la soirée. Sérieux, qui en a quelque chose à faire de l'état de sa propre femme ? Ce petit problème peut vite se régler, et en attendant, monsieur le comte va s'occuper de la mignonne petite bonne. À croire qu'il n'a que ça en tête, ce charreau. Se comporter comme un gros porc en pleine haute. Rosie a été tirée de ses pensées par un appel à l'aide. Elle a direct bondi sur ses pieds pour voir d'où venait le bruit. La meuf s'est dit que quelqu'un était en train de clamser. Sérieux, c'est vraiment un roman aussi cruel que ça ? Le corps de la comtesse s'est figé, refusant catégoriquement d'obéir et de bouger d'un poil. Il fallait à tout prix qu'elle se tire de là, avant que le taré qui s'en prenait à la victime ne la capte. Hors de question que sa deuxième vie se termine aussi vite. C'est là que l'archiduc Arthur a surgi au coin du couloir. Va savoir pourquoi, il y avait du sang partout sur son costard, même s'il a appelé la comtesse avec sa voix mielleuse de d'habitude. Rosie a bloqué en voyant l'archiduc ici, et franchement, sa présence ne l'a pas du tout rassurée. Arthur lui a demandé si elle allait bien, et ce qu'elle fabriquait là, toute seule. Le duc de Samara était littéralement recouvert de liquide rouge, comme s'il venait de buter quelqu'un. L'archiduc a fini par retirer ses mains des épaules de la comtesse, parce que bon, tendre des mains pleines de sang à une meuf, c'est pas hyper poli. Rosie s'est mise à chouiner en jurant qu'elle ferait comme si elle n'avait rien vu des dingueries qu'Arthur venait de faire. Elle a carrément craché le morceau en disant qu'elle pensait qu'il venait de tuer quelqu'un, tout en promettant de fermer les yeux là-dessus. Le mec s'est penché vers elle tout poliment et lui a demandé avec un petit sourire si elle le prenait vraiment pour un assassin. Pour se défendre, Rosie lui a rappelé qu'elle avait entendu un hurlement venir d'exactement là où il venait de sortir. La pauvre entend un cri et boum, l'archiduc débarque couvert de sang. Forcément, elle a direct pensé que c'était lui le meurtrier. Et puis bon, si quelqu'un clame pendant son propre banquet, c'est clairement lui qui va se retrouver dans une sacrée galère. Bon, cette idée est complètement débile. Enfin, Arthur a bien admis que son allure pouvait carrément éveiller les soupçons. Du coup, il a tendu la main à la fille d'un air invitant. Si Rosie le suit, il lui balancera les réponses à toutes les questions qui lui prennent la tête en ce moment. La fille a regardé Arthur, partagée entre la curiosité et l'incompréhension, et a fini par accepter pour voir si ses théories tenaient la route. L'archiduc a donc emmené Rosie direct sur la scène de crime. Toute la pelouse était recouverte de sang. En fait, le marquis de Blaine s'était fait attaquer par un monstre, et l'archiduc a tout simplement sauvé la mise de l'invité. Et si Arthur était couvert de sang, c'est juste parce qu'il vérifiait si le marquis respirait encore. Et c'est pile à ce moment-là qu'il a entendu les pas de Rosie. Maintenant, le monstre s'est fait la malle sans laisser de traces. Et au final, toute cette histoire n'était qu'un énorme malentendu. Les gardes du palais ont débarqué direct sur les lieux du crime et ont encerclé l'archiduc en l'accusant de meurtre. Le mec avec la moustache un peu trop stylée, c'était le chef de la troupe. Il se doutait bien que, tôt ou tard, un truc du genre allait lui tomber dessus. Ce mec, c'est le duc Piche. Et oui, il sentait bien qu'une embrouille de ce style allait finir par arriver. D'après le duc, il aurait fallu mieux choisir sa cible, parce que s'en prendre au marquis de Blande, qui est en plus le chouchou de sa majesté l'empereur, c'était vraiment une idée de merde. Voilà, on y est.
Pas étonnant que toute cette affaire semblait si louche. Depuis le tout début, ils ont essayé de piéger Arthur et de l'attirer dans un guet-apens. Est-ce qu'il va vraiment devoir abattre toutes ses cartes maintenant? Mais, coup de théâtre pour l'archiduc et les gardes, Rosie a débarqué pour protéger Arthur. La meuf a fait bouclier de son corps face aux chevaliers. Elle a exigé qu'ils arrêtent direct leur cirque d'accusations et elle était prête à témoigner de l'innocence de l'archiduc. Rosie a affirmé haut et fort que l'archiduc Arthur était totalement innocent dans cette galère. De quel droit Rosie osait-elle barrer la route du duc Puch? Les murmures fusaient de tous les côtés. Rosie a déclaré avoir vu de ses propres yeux l'archiduc sauver le duc Blade, qui se faisait attaquer par un monstre. En réalité, le duc Blade fait partie de ceux qui complotent dans le dos d'Arthur. Sauf que cette fois, ils ont grave mal calculé leur coup. Et ils avaient un témoin. D'autres invités ont rappliqué en entendant le boucan. Le duc a rassemblé la foule en faisant croire à un truc hyper important. Tout le monde a direct grillé Rosie. Et ça a arrangé bien les affaires de Plush, parce que Rosie traîne une sacrée mauvaise réputation. Pour eux, elle ne compte même pas comme un obstacle. Le duc a donc décidé de sauter sur l'occasion pour en profiter. Qu'est-ce que la comtesse, qui était censée être à la réception avec son mari, foutait ici, seule avec l'archiduc? Ce genre d'attaque n'a pas fait sourciller la fille aux cheveux roses une seule seconde. Puch a fait remarquer, l'air de rien, que la robe de Rosie était atrocement sale, comme si elle s'était roulée par terre je ne sais où. Puch pensait que c'était la fin de la discussion, et que Rosie allait se dégonfler pour sauver la réputation de son mari. Mais la fille avait bien capté que le duc Puch voulait la mouiller là-dedans, pour l'obliger soit à faire marche arrière, soit à balancer Arthur. Rosie a fait semblant d'être au bout de sa vie et s'est caché les yeux dans les mains. Elle a raconté qu'elle était venue avec son mari et qu'elle s'était perdue dans le jardin. Le monstre qui a débarqué ne l'a pas attaquée par surprise. C'est l'archiduc qui l'a fait fuir et l'a sauvée. Sans Arthur, Rosie y serait passée aussi. Tout comme le duc Blade, Puch a commencé à stresser et a exigé qu'on lui remette le monstre. Arthur a regardé la fille aux cheveux roses avec une tête un peu paumée. Rosie a continué son baratin. Elle s'était absentée 2 minutes pour chercher quelqu'un pour aider le duc. Et pendant ce temps, le monstre s'est volatilisé sans laisser de traces. La fille s'est tournée vers Arthur et lui a fait un clin d'œil tout joyeux. Elle était carrément de son côté, c'est sûr. Arthur a joué le jeu et a validé l'histoire de la comtesse. La bestiole devait sûrement être à l'article de la mort, et on finirait bien par retrouver son cadavre quelque part dans le jardin. Le duc Puch avait grave la haine. Son plan pour piéger l'archiduc Arthur venait de faire un gros flop. Impossible maintenant de tourner la situation pour accuser Arthur de meurtre avec préméditation. Pourtant, le duc Puch avait bien demandé à ce que tout se fasse en scred, sans le moindre témoin. Mais ses sous-fifres s'étaient encore foirés. Dans la foule, ça a commencé à chuchoter. Personne ne doutait des bonnes intentions d'Arthur. Tout le monde s'inquiétait plutôt de savoir où le monstre avait bien pu passer. Le duc Puch a commencé à regarder partout, hyper stressé. Il fallait bien qu'il y ait une petite chance de retourner la situation à son avantage. Puch allait carrément devoir remercier la comtesse pour cette histoire de ne pas perdre la face devant le public. Le duc Puch est le bras droit de sa majesté l'empereur, le genre de mec qui, après avoir pressé le comte Vance comme un citron, va direct le jeter aux ordures. La fille a fait une petite révérence super polie et s'est excusée si elle avait manqué de respect au duc. Le coupable visait très certainement l'archiduc Arthur, a déduit Rosie. Elle lui a demandé de passer le bonjour au comte. Bon là, elle se faisait manipuler en beauté. Rosie s'est dirigée vers les calèches, et Arthur lui a collé au basque. La fille s'est arrêtée. En faisant bien claquer ses talons pour qu'on la remarque, elle s'est tournée vers l'archiduc et a exigé qu'il lui dise ce qu'il voulait et qu'il arrête de la suivre. L'archiduc s'est penché vers la comtesse avec un petit sourire taquin et a avoué que son comportement l'intriguait à mort. Dans une situation pareille, n'importe qui aurait juste pris ses jambes à son cou. Alors pourquoi Rosie avait cru Arthur et l'avait aidé? Ça l'a un peu prise de court. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'intéresse autant à elle. Surtout avec les rumeurs horribles qui tournent sur Arthur. Impossible que la comtesse ne soit pas au courant. Dans tout le pays, on raconte que l'archiduc Arthur est cruel, sanguinaire, et qu'il n'hésite pas à buter ceux qui ne lui reviennent pas. Elle a fait un grand sourire à Arthur. Lui aussi l'avait cru lors de la vente aux enchères. Ça voulait dire qu'ils étaient quittes. Ce soir-là, Arthur avait pris la peine d'écouter une femme ordinaire, alors que n'importe qui d'autre l'aurait tout simplement zappé. Du coup, Rosie avait décidé de filer un coup de main au merveilleux. S'il pouvait remercier sa sauveuse d'une quelconque manière, il exaucerait avec grand plaisir n'importe quel vœu de la comtesse. La fille est devenue toute rouge et a détourné le regard, super gênée. Elle ne l'avait pas aidée juste pour gratter une récompense. Même s'il y avait bien un petit truc pour lequel elle ne cracherait pas sur un coup de main,
Elle veut divorcer. Elle a besoin qu'Arthur l'aide à larguer le comte Éric. Arthur a été pas mal scotché par cette requête. Il se demandait si la fille était vraiment sérieuse avec cette histoire de divorce. Mais Rosie a confirmé sans trembler. Le comte Éric est une vraie ordure, et la fille veut rattraper l'erreur de sa jeunesse pour arrêter de vivre avec ce bourreau. L'archiduc a éclaté de rire face à la demande de la fille aux cheveux roses, ce qui l'a mise dans un léger embarras. Arthur a pris la main de Rosie, lui disant que c'était une idée géniale, et lui a rappelé que ses parents allaient être fous de joie en apprenant ça. Va savoir pourquoi, l'archiduc a l'air de très bien savoir ce que ressentent les comtes. En fait, il les avait contactés spécialement pour Rosie. Ses parents se faisaient un sang d'encre pour la fille aux cheveux roses et espéraient qu'elle allait bien. Même si elle avait fait un choix complètement idiot dans le passé, les parents de Rosie n'ont jamais cessé de croire en elle et ont attendu son retour pendant 3 années entières. Le père et la mère n'avaient jamais oublié leur fille prodigue. Elle leur manquait terriblement et ils priaient sans cesse pour elle. Touchée, Rosie a demandé à Arthur de dire à ses parents qu'elle viendrait les voir très bientôt. L'archiduc a souri, validant à fond la décision de la jeune femme. Arthur a accepté de l'aider et lui a demandé quand elle comptait lancer le divorce, ce à quoi elle a répondu du tac au tac, le plus vite possible. Ces derniers temps, la procédure de mariage et de divorce a été carrément simplifiée. Ce n'est vraiment pas compliqué. Il suffit de mettre un coup de tampon sur les papiers, de les déposer et boum, c'est validé. Mais bon, l'archiduc ne peut absolument rien y faire, alors Rosie ferait mieux de demander autre chose. Qu'est-ce qu'une nana pourrait bien vouloir qu'Arthur soit capable de lui offrir? Toute gênée, Rosie s'est mise à tripoter son poignet. Elle avait bien une autre requête, mais c'était super gênant à sortir. L'archiduc Arthur regardait la pauvre fille toute rouge avec un petit air condescendant. En fait, elle a fini par lui demander de lui prêter de la thune. Ça la mettait vraiment mal à l'aise de gratter de l'argent à quelqu'un. Décidément, Rosie n'arrêtera jamais de l'étonner. Arthur a éclaté de rire, et la fille l'a supplié de prendre sa demande au sérieux. Mais voilà, leur petite discussion toute mignonne a été surprise par le comte Éric qui passait par là. Le cri du mari a coupé court à ce petit moment sympa. Un Éric complètement en vrac s'est pointé devant la comtesse et l'archiduc, en balançant un tas de jurons à la figure de sa femme. La comtesse et l'archiduc ont fixé le comte Vence, qui avait vraiment une sale tête. Rosie avait trop honte de l'allure pitoyable de son mari. Ce mec n'avait vraiment aucune race, ni aucune conscience. Pas besoin de faire un dessin pour deviner ce qu'il trafiquait juste avant. Et le comte continuait de gueuler que si sa femme lui rappliquait pas sur le champ, il allait juste se barrer. La fille a fait un sourire tout doux à Arthur et lui a proposé de reprendre ça plus tard. Car après tout, son abruti de mari réclamait son attention. L'archiduc a alors répondu qu'il enverrait très vite quelqu'un dans le comté de Vence pour négocier. Mais Rosie a tout de suite refusé cette idée. Éric avait déjà piqué une crise pour un simple cadeau, alors si en plus elle recevait un message d'Arthur, ça allait être un vrai carnage. Éric allait chercher la petite bête et la harceler pour des broutilles. Du coup, elle lui a dit qu'elle contacterait l'archiduc elle-même. La fille s'est détournée d'Arthur pour rejoindre son mari, en lui disant au revoir avec un joli sourire et en promettant de se revoir très vite. Toute cette scène a complètement scotché l'archiduc. La comtesse avait changé d'attitude en un claquement de doigts. Arthur n'arrivait pas à savoir si elle voulait vraiment lui emprunter de l'argent ou si elle essayait juste de trouver un prétexte bidon pour garder contact avec lui. C'est le genre de meuf super intelligente, mais quand il s'agit de communiquer et de créer des liens, elle est d'une maladresse pas possible. Arthur est parti faire un tour près du lac pour se vider la tête et essayer de capter le comportement de la comtesse. En y repensant, n'importe qui aurait pu mal interpréter sa demande, et le simple fait qu'elle ne se soit pas mise à hurler tenait déjà du miracle. La voix de son fidèle serviteur a tiré Arthur de ses pensées. En fait, il avait prévu de retrouver son espion au bord du lac. Et le gars avait tout découvert, exactement comme son maître le lui avait demandé. Les mecs qu'il avait pris en embuscade bossaient en fait pour le duc Pouche. Non mais, comment ce crâne d'œuf a-t-il osé pointer une épée sur l'archiduc? Ce petit rat insolent prend de plus en plus la confiance. Il va falloir lui régler son compte sans se prendre la tête. Arthur a aussi ordonné qu'on colle un garde du corps à la comtesse. Vu qu'elle lui a sauvé la mise, elle a bien besoin d'une escorte jusqu'à son départ. L'archiduc Arthur a fini par retourner dans sa chambre. Le pauvre avait une montagne de paperasse à éplucher. Arthur a demandé à Narouan, son secrétaire, s'il y avait du nouveau courrier. Le secrétaire ne captait vraiment pas pourquoi l'archiduc lui posait la question toutes les heures, mais il l'a informé qu'une lettre du palais impérial était arrivée.
Sauf qu'Arthur s'en fout royalement des lettres impériales. Lui, il s'intéresse à d'autres adresses, qui n'existent malheureusement pas. Le secrétaire roux en avait déjà ras-le-bol de répondre tout le temps à la même question. Même si l'archiduc avait donné l'ordre de virer tous ceux qui oseraient se pointer chez lui, il attendait quand même de la visite. Et là, ça a fait tilt dans la tête du duc. S'il avait ordonné de jeter tout le monde à la porte, la fameuse invitée qui l'attendait risquait elle aussi de se faire jeter. C'est vraiment pour ça que la fille qui l'attend s'est fait recaler à l'entrée. Le secrétaire s'est vite dépêché de rassurer son boss. Personne n'a pointé le bout de son nez. L'archiduc était littéralement scotché à la fenêtre, en train de guetter une certaine silhouette. Finalement, il a aperçu Rosie. Elle avait fait de son mieux pour se camoufler incognito, histoire que personne ne la reconnaisse. Rosie était bien là. Notre héroïne faisait les sympas devant le portail. Et si le duc ne la captait pas et la jetait dehors? Elle a commencé à s'imaginer les pires scénarios. Genre, il allait lui sortir qu'il lui avait parlé juste par pitié et qu'elle était complètement folle de s'être pointée ici. Elle flippait grave à l'idée de n'avoir plus rien à lui dire et qu'il lui hurle de la fermer et de dégager. Elle prenait son courage à deux mains. Mais pile au moment de franchir le portail, les gardes l'ont interpellée. Un des chevaliers lui est tombé dessus. Faut dire qu'elle avait l'air super louche, à rôder autour des portes impériales depuis le petit matin. Elle a baratiné qu'elle venait voir l'archiduc pour lui remettre un truc de la part de son maître, mais le garde a exigé de fouiller le paquet. Rosie a essayé d'esquiver le truc. Elle a insisté sur le fait que ça devait être remis en main propre, mais ses gros bras refusaient de la laisser passer. Et là, comme tombé du ciel, le secrétaire a débarqué et a ordonné de la laisser entrer, vu qu'elle était l'invitée VIP de l'archiduc. Les gardes se sont direct exécutés face au bras droit du boss, et Rosie a soudain percuté un truc. Arthur attendait sa visite avec impatience. Le secrétaire s'est excusé pour la galère et l'a invité à le suivre, en espérant qu'elle ne leur en tienne pas rigueur. Mais Rosie l'a rassurée en disant que c'était pas grave du tout, et qu'elle voulait juste voir l'archiduc le plus vite possible. Sauf que le secrétaire lui a demandé de patienter une petite minute. Ce gars, qui fait aussi office de majordome, a direct ordonné aux servantes d'apporter du thé et des snacks pour leur invité de marque. Le majordome a l'air d'avoir le même âge que Rosie, et gère déjà toute la baraque, ce qui est ouf. Il lui a confié que l'archiduc Arthur l'attendait comme un dingue et qu'il allait débarquer d'une seconde à l'autre. Le majordome lui a proposé de boire un coup en attendant que monsieur daigne pointer le bout de son nez. Et pile poil à ce moment-là, l'archiduc est apparu à la porte, super content de la voir. Il balisait déjà à l'idée de ne plus avoir de ses nouvelles. Le majordome a remarqué avec un petit sourire en coin qu'Arthur s'était carrément changé et pomponné avant de venir la voir. Pendant ce temps, dans le repère des gros méchants de l'histoire, ces gars-là comptaient bien éliminer Arthur. Si leur plan avait marché ce jour-là, cette bande de crevures se serait débarrassée de l'archiduc bien plus vite. Mais pas de bol pour eux, le comte Vance a une femme géniale qui fourre son nez là où il faut pas. Éric s'est fait défoncer parce qu'il n'a même pas été foutu de surveiller sa propre femme, trop occupé à courir après les bonnes, comme d'habitude. Et vous savez quoi? Ça s'est confirmé, sans grande surprise. Le comte était encore en train de fricoter avec une meuf au hasard. Le grand Manitou de l'organisation a gueulé qu'il fallait arrêter de salir la réputation du comte. Le gars s'est confondu en excuses. Peut-être qu'il s'est un peu emballé et a mal jugé la situation, mais la tête de chien battue d'Éric en disait long. Le Big Boss a lui remonté les bretelles lui-même pour que cette dinguerie ne se reproduise plus. Il va avoir une discussion bien musclée avec le comte Vance au sujet de son comportement. À cause d'une pauvre fille, Éric a fait foirer toute l'opération. Le chef a balancé le comte par terre sans ménagement, en exigeant qu'il se débarrasse de Rosie par tous les moyens possibles. Le duc Pouche savait que laisser cette fichue servante entrer dans la maison était la pire idée du siècle. Il a donné exactement 1 mois à Éric pour rayer sa femme de sa vie. Dans ces 30 jours, le comte Éric a intérêt à faire le bon choix. Retour au domaine d'Arthur, où notre duo vient de se retrouver. Arthur ne s'attendait pas du tout à ce que Rosie se dédise pour venir le voir. Il faut dire que si ça se savait qu'elle était là, ça sentirait très mauvais pour elle. Avec sa perruque, l'archiduc a direct comparé la jeune fille à son petit chiot, qui est tout aussi mignon et qui a exactement la même couleur de poils. Paulina a touché les cheveux de la fille, en glissant doucement une mèche derrière son oreille. Arthur n'a pas pu s'empêcher d'avouer que Rosie et son chien se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Alors il n'a pas pu résister à l'envie de la caresser. Rosie a balayé les inquiétudes de l'archiduc d'un revers de main et a retiré sa perruque. Au fond d'elle, elle était verte de rage d'être comparée à un animal. Bref, elle a tendu son cadeau à l'archiduc avant qu'il ne passe aux choses sérieuses. Elle voulait, ça aurait été parfait de lui donner pour le remercier de son aide.
mais elle avait tellement la tête en l'air qu'elle avait ramené le paquet avec elle au domaine Vance. Elle a donc enfin remis son présent à Arthur. Il n'y avait rien de fou dans la boîte, mais ça lui ferait hyper plaisir que le jeune homme l'accepte. N'en croyant pas ses yeux, Arthur lui a demandé si c'était vraiment la comtesse en personne qui l'avait préparée. La fille a hoché la tête. C'est clair que pour un membre de la famille impériale, ça faisait un peu léger. La fille aux cheveux roses s'est dit « S'il n'aime pas, je préparerai un truc 1000 fois mieux la prochaine fois, et je rembarque ça direct. » Mais contre toute attente, Arthur était aux anges. Le cadeau venait du fond du cœur, alors pour lui, c'était juste génial. Dans la boîte se trouvait une grosse topaze, dont la couleur rappelait exactement les yeux d'Arthur. Le mec porte super rarement ce genre de bijoux, mais là, il a grave flashé sur la broche. Il a jeté un coup d'œil à Rosie, essayant de décrypter ce qu'elle ressentait. Elle le regardait avec des étoiles dans les yeux, espérant un petit commentaire sur son cadeau. Ni une ni deux, il a épinglé le bijou sur le revers de son gilet, en lâchant que la broche avait vraiment de la gueule. Rosie a remarqué que la broche penchait un peu. Elle a rigolé et s'est approchée. Elle s'est mise à réajuster le bijou sur la poitrine du jeune homme, pendant qu'Arthur la dévorait des yeux. La jeune femme lui a demandé s'il connaissait la signification de la topaze. Tout en fixant intensément les mains de la fille, Arthur lui a fait signe de raconter. La topaze a des vertus de guérison. Du coup, on l'offre souvent pour porter chance avant une bataille. D'après le scénario du roman, l'archiduc est censé y passer bientôt, et on pourrait faire genre de rien. Mais la pauvre petite la regardait avec une immense tristesse dans les yeux. Elle était hyper touchée par lui. Elle a détourné le regard, le cœur lourd. C'était à Arthur de décider s'il voulait la croire ou non, mais elle voulait le prévenir qu'on allait bientôt le piéger et l'exécuter. Arthur a haussé les sourcils, super surpris, en observant son visage grave et abattu. Rosie lui a balancé cash qu'elle refusait de le voir mourir, et que cette broche, c'était sa façon de croiser les doigts pour que tout se passe bien. Le plus important, c'est qu'elle a vidé son sac. Maintenant, c'est à l'archiduc de voir ce qu'il va faire de cette info. Dans l'idéal, ça aurait été mieux de garder ça pour plus tard, quand il se ferait totalement confiance. Mais le temps presse, et il vaut mieux empêcher cette exécution tant qu'il y a encore une lueur d'espoir. Le gars a souri et lui a répondu avec un calme olympien. Depuis le délire avec le collier, il n'avait plus l'ombre d'un doute sur elle. Il a demandé à notre Miss si elle savait comment empêcher sa mort. Et là, gros choc pour Rosie. Arthur la croyait sur parole. Il captait totalement son angoisse et lui a dit droit dans les yeux qu'il avait une confiance aveugle en elle. Après tout, elle lui a déjà sauvé la mise une fois. Du coup, il lui a demandé de cracher le morceau sur sa future exécution. Pendant ce temps, de retour au manoir Vance, le sosie de Rosie attendait nerveusement près de la fenêtre. La comtesse avait promis de rentrer avant le dîner, mais l'heure du repas était passée depuis un bail. Le matin même, Rosie avait filé une perruque à l'une de ses servantes en lui ordonnant de se faire passer pour elle. L'excuse officielle ? Madame est malade, donc personne n'a le droit d'entrer. La servante, Jane, n'avait qu'à faire le piquet jusqu'au dîner. Mais soudain, les portes de la chambre de la comtesse ont grincé et se sont ouvertes. La fausse Rosie a demandé à ce qu'on pose les médocs sur la table à l'entrée et qu'on foute le camp. Sauf qu'elle n'avait pas cramé que le mec qui apportait le remède, c'était le comte Éric en personne. Le gars a même remarqué que sa voix avait changé, preuve qu'elle devait vraiment être au fond du gouffre. La servante a bugué. Le comte n'était pas censé mettre un pied ici. Jane allait se faire griller sur place. Le mec a posé le flacon sur la table avec un petit bruit métallique et la fille a bégayé en demandant pourquoi il l'avait pas envoyé une bonne. Là, le gars a enroulé ses bras autour de la taille fine de la fille en lui sortant qu'il avait terriblement envie de passer un moment en tête-à-tête avec elle. Et avec une voix super sombre, il a exigé que Rosie lui avoue ce qu'elle cachait. Le mec a violemment attrapé la fille à la gorge et a serré de toutes ses forces, laissant de sales bleus sur sa peau toute pâle. À cause de Rosie, le comte s'était tapé la honte devant ses collègues. Alors là, il comptait bien donner une bonne leçon à sa femme. Et le fidèle serviteur était bien content que la comtesse ne soit pas dans les parages. Au moins, le comte ne pouvait pas s'en prendre à elle. Mais soudain, la porte de la chambre s'est rouverte et Donna a fait son entrée. La blonde cherchait un amant depuis un bon bout de temps et elle a demandé au comte de s'éclipser un moment avec elle. Le comte tirait un peu la tronche d'être dérangé, mais il a laissé partir le sosie de sa femme. Le gars s'est taillé avec la blonde à cause d'une urgence, et Éric a lâché que sa femme n'attirait que des ennuis. Le sosie de Rosie s'est effondré à genoux devant la fenêtre. Elle flippait grave. Jane suppliait madame de se ramener vite fait, car si elle se faisait griller, ça allait carrément mal finir.
Pendant ce temps, au domaine d'Arthur, la vraie Rosie donnait des cours de survie à l'archiduc. Entendant la fille dire qu'il était vu comme la plus grosse épine dans le pied de la couronne, le fou du Nord et le bourreau de l'Empire, ça a mis un petit coup au moral du jeune homme. Mais en vrai, la situation est bien plus critique qu'elle n'y paraît. Sauf qu'à chaque mot de Rosie, Arthur réalisait la galère et se sentait de plus en plus mal à l'aise. Soudain, des bruits bizarres ont coupé la jeune fille en plein monologue. Le chiot de l'archiduc a foncé sur son maître et a explosé un vase sans faire exprès. Pour éviter que Rosie ne se blesse, Arthur a balancé un sort. Et au lieu de marcher sur un bout de verre, elle a atterri sur un cercle magique. Ni une ni deux, l'archiduc a chopé la comtesse dans ses bras pour lui éviter de toucher le sol. Arthur paniquait un peu à l'idée qu'elle se soit fait mal. Il s'inquiétait vraiment pour notre héroïne aux cheveux roses. Rosie n'avait rien, mais elle était complètement trempée à cause de l'eau du vase. Au même moment, le majordome a déboulé dans la pièce en hurlant le nom du chien pour qu'il revienne au pied. Mais le toutou n'en avait strictement rien à faire. Il avait retrouvé son maître adoré et il était refait. Le majordome s'est excusé et soudain, le chien s'est libéré d'un coup et s'est fait la malle. De son côté, Rosie repensait à ce qui venait de se passer. Elle avait carrément l'impression de flotter sur un petit nuage. Elle a décidé de demander cash à Arthur si c'était parce qu'elle avait sursauté de surprise qu'il l'avait rattrapée. Le majordome, qui portait maintenant le chien dans ses bras, matait toute la scène. Il avait très bien capté ce qui se tramait entre ces deux-là. Le cœur du majordome est descendu dans ses chaussettes. Il a réalisé que, pour changer, son maître venait encore de faire une boulette. Il a donc tout de suite essayé de noyer le poisson en changeant de sujet. Il a fait remarquer que les vêtements de la jeune fille étaient complètement trempés. D'un autre côté, elle a carrément bugué en voyant les réactions d'Arthur. Pourquoi ce mec s'est déshabillé pour lui mettre sa propre chemise sur les épaules ? L'archiduc lui a juste sorti qu'il avait peur que sa petite Rosie attrape un rhume et qu'il ne supporterait pas ça. Arthur lui a demandé de l'attendre là 2 petites minutes et il s'est barré de la pièce. Dans sa tête, Rosie espérait vraiment qu'un jour on lui expliquerait clairement ce foutoir. Pendant ce temps, le majordome engueulait son maître pour qu'il n'utilise pas sa magie, mais Arthur lui a répété je ne sais combien de fois qu'il n'avait pas d'autre choix. Et vu comment l'archiduc s'inquiète pour Rosie, ça coule de source qu'elle aggrave la situation en main. Après s'être rhabillé, Arthur a retrouvé Rosie pour reprendre leur discussion sur le lien super glauque entre sa sale réputation et sa mort. La meuf s'est raclée la gorge, prête à balancer un long monologue. Elle a dû grave scotcher Arthur, mais elle marque un point. Récemment, elle est tombée sur un papier dans le bureau d'Éric qui prouvait qu'il complotait avec d'autres nobles pour faire la peau à l'archiduc. Elle n'a pas pu choper plus de détails, mais en gros, il comptait se servir de sa réputation de bad boy pour le faire exécuter plus tard. D'ailleurs, si vous vous rappelez du bordel au banquet, tous les invités se sont ramenés comme si quelqu'un les avait sifflés. Pour Rosie, c'est net, ça fait partie du plan. La meuf a rassemblé un tas de preuves indirectes, du coup, aller pleurnicher auprès des autorités, c'est mort. Ce petit blanc dans la conversation a mis Arthur un peu mal à l'aise. Il y a clairement 0 preuve concrète et on peut même zapper d'histoire avec l'ex-impératrice. Il y a déjà un paquet de monde mouillé dans cette affaire et le comte Éric est très certainement de mèche avec le duc Plèche. Mais Rosie est au taquet, ultra confiante de pouvoir sauver les fesses de l'archiduc d'Artois. Bien sûr, Arthur lui fait confiance. Mais la tête qu'elle tire hurle à des kilomètres qu'elle cache un truc. Et même si la comtesse n'est pas une taupe, faut quand même s'en méfier. Tant qu'elle crèche chez le comte Vence, plus elle accumule d'infos, plus ça craint un max pour sa vie à elle, et pour celle d'Arthur. D'après les partisans de l'empereur, l'archiduc a décidé de rentrer dans le jeu de la fille. Il lui a sorti qu'il se sentait encore redevable envers elle, mais en réalité, il s'est dit que c'était bien trop risqué de tout déballer à la comtesse. Sur ce, Arthur a coupé la parole à la comtesse, ce qui l'a complètement prise de court. Monsieur voulait absolument la récompenser pour ses précieux services. Il voulait régler cette histoire de fric qu'elle lui avait demandé. Et puis, parler de thunes, ça allait leur permettre à tous les deux de souffler un peu et d'arrêter de jouer à cache-cache avec leurs secrets. Rosie a bien grillé qu'Arthur avait changé de sujet un peu trop brutalement, mais si elle continuait à forcer, ça allait juste paraître louche. Bref, il en avait assez dit pour aujourd'hui. Elle a donc sauté sur l'occasion pour embrayer sur l'argent. Il lui fallait un max de blé pour financer son divorce. L'archiduc a dit à la jeune comtesse de ne pas faire ça timide et qu'il lui donnerait la somme qu'elle voudrait. La comtesse est soudainement collée à lui et a marmonné toute gênée qu'elle se contenterait de n'importe quelle somme qui ne dérangerait pas Arthur. L'archiduc pouvait facilement lâcher dans les 100 millions. Alors il fallait qu'elle donne un chiffre précis. C'est ce qu'il se disait, tout fier de lui.
Mais la fille a quand même réussi à le choquer. Elle a balancé le chiffre de 10 milliards et Arthur a failli s'étouffer en entendant ça. Rosie a direct commencé à le baratiner pour lui prouver qu'elle ne grattait pas juste un prêt au hasard. Elle était sûre et certaine de pouvoir rembourser jusqu'au dernier centime. L'archiduc est resté sur le cul face à la demande de la comtesse de lui prêter 10 milliards de roubles, et encore plus face à sa promesse de tout rembourser. Avec un tel pactole, on pouvait carrément racheter une région entière de l'Empire. Rosie espérait vraiment qu'Arthur allait l'aider. Ça serait tellement génial. Elle captait très bien que c'était une somme astronomique, et elle a halluciné quand l'archiduc a accepté de lui prêter l'argent sans qu'elle ait trop besoin de forcer. C'était presque trop facile. Rosie ne s'y attendait pas du tout. Mais avant de lui filer l'argent, il a exigé qu'elle réponde à une petite question. Rosie a eu un petit coup de stress et s'est remise à paniquer. Arthur était super curieux de savoir ce que la comtesse comptait trafiquer avec une montagne de fric pareil. Elle se demandait ce qui l'arrangeait le plus. Balancer la vérité à l'archiduc ou lui servir un mytho bien ficelé. Mais dans l'ensemble, elle avait la pêche, parce que ses problèmes venaient de se régler beaucoup plus facilement que prévu. Si Arthur la finançait, son plan allait se réaliser à la vitesse de l'éclair. Rosie a donc expliqué à l'archiduc qu'après son divorce, elle comptait se lancer dans le business des grands magasins. Ça a piqué la curiosité d'Arthur, qui lui a demandé d'en dire plus. Le maître fixait la comtesse comme un diamant à l'école, la bouche grande ouverte, tellement il était scotché. Rosie se sentait comme une vraie prof, prête à inculquer la bonne parole et la sagesse à la jeunesse. Elle lui a expliqué qu'un grand magasin, c'était un énorme bâtiment, pensé 100% pour le shopping, avec plein de petites boutiques regroupées sous le même toit. Les quartiers marchands d'aujourd'hui, c'est sympa, mais les boutiques y sont installées complètement à l'arrache. Pour dénicher le bon produit, il faut se taper des kilomètres ou passer des commandes sur mesure. Selon Rosie, cette nouvelle infrastructure allait complètement écraser les galeries marchandes actuelles. Arthur a vite capté le délire. Rosie allait construire un bâtiment gigantesque, louer des emplacements à l'intérieur et se faire un max de blé en récoltant les loyers des marchands. La meuf a expliqué qu'au lieu de faire payer un loyer, elle allait prendre une commission sur les ventes des marchands. Et au passage, elle prévoyait d'accepter que du grand luxe dans ses magasins. Et plutôt que de se prendre la tête à surveiller la production, Rosie comptait juste gonfler les prix de 30% par rapport au prix de base. Arthur a tout de suite capté son délire. Le prix et la qualité monteraient en flèche, les articles deviendraient super prestigieux et ça flatterait grave l'ego surdimensionné des aristos. 0 loyer, c'est tout bénef pour les marchands. Et les nobles préféreront largement faire leur shopping dans un coin pratique, facile d'accès et blindé de trucs luxueux. Rosie a demandé à Arthur ce qu'il en pensait, si ça valait le coup de balancer son fric là-dedans et si ça allait rapporter gros. Le prince héritier a kiffé l'idée de la comtesse. Ça s'annonçait super rentable. Pendant ce temps, le manoir du comte est plongé dans la nuit noire. La comtesse Rosie se planquait dans les buissons. Il fallait qu'elle rejoigne sa chambre au plus vite. Sa discussion avec l'archiduc avait traîné en longueur, alors qu'elle avait promis d'être rentrée avant 7 heures tapantes. Jane doit se faire un sein d'encre. En se faufilant le long des murs du manoir, Rosie a capté que la lumière de sa chambre était éteinte. Est-ce que sa fidèle servante s'était endormie ? Rosie a murmuré son nom avec angoisse, et là, une main s'est posée sur son épaule. Elle a failli faire une crise cardiaque. Ce qui lui faisait le plus peur, c'était que le comte découvre son escapade nocturne. Mais ouf, c'était juste son fidèle chevalier, Cyrine, qui lui a chuchoté de ne pas crier. Il lui a expliqué qu'il était venu l'escorter. Rosie était super étonnée. Pourquoi lui et pas Jane comme c'était prévu ? Le gars lui a répondu qu'elle était super en retard, alors il s'est porté volontaire. Cyrine a pris la comtesse dans ses bras, façon princesse, en promettant de rentrer dans le manoir sans faire le moindre bruit. La comtesse allait devoir prendre son mal en patience, vu qu'il comptait la porter jusqu'à sa chambre. Le chevalier a avancé à pas de loup dans les couloirs. Rosie lui a demandé si un truc avait mal tourné pendant son absence. Cyrine a hésité, se demandant s'il devait tout balancer ou non. Le mec se rappelait comment Jane avait supplié de ne rien dire sur le fait que le maître avait essayé de l'étrangler. Mais pour Cyrine, Madame avait carrément le droit de savoir. Sauf que la pauvre servante était persuadée que, vu que Madame Rosie était folle amoureuse de ce type, même s'il la traitait comme une moins que rien, ça lui briserait le cœur de l'apprendre. Si Rosie apprenait cette histoire, son cœur, qui était déjà hyper fragile, lâcherait direct. Le gars s'est souvenu que Jane lui avait demandé de la boucler, juste pour protéger sa maîtresse. Du coup, Cyrine a gardé le silence et a juste sorti à Rosie que tout était super calme au manoir. Pendant ce temps-là, dans la chambre d'Éric, Donna s'est réveillée
et a essayé de voir si le comte dormait à point fermé. Eric a rembarré Donna direct, en lui balançant qu'il voulait juste qu'on lui foute la paix dans le silence. Donna était trop saoulée de voir que le comte faisait encore la gueule. Elle lui a demandé ce qui s'était vraiment passé à cette fameuse réception. Ça faisait plusieurs jours que madame et elle ne s'adressaient plus la parole et mangeaient même chacune de leur côté. Le comte est resté muet, l'air grave, blasé. Il n'avait aucune envie de se confier à sa maîtresse. Au bout d'un moment, Eric a lâché que Rosie avait grave changé ces derniers temps, qu'elle était devenue arrogante et beaucoup trop insolente. Ni une ni deux, Donna s'est empressée de balancer les ragots sur la comtesse. Genre, comment elle en avait marre de toujours s'écraser devant son mari et qu'elle voulait juste prendre de la distance. Donna a même osé insinuer que le comte ennuyait sa propre femme à mourir. Eric a pété un câble. Il avait tellement cédé aux caprices de Rosie, et voilà comment elle le remerciait, avec la pire des ingratitudes. Le mec se disait qu'elle n'avait pas le droit de sortir des trucs pareils et qu'il n'allait pas laisser passer ça. Donna a affiché un petit sourire en coin, savourant d'avance le prochain gros scandale dans la famille du comte. Entendant le comte dire qu'il allait demander le divorce d'ici un mois environ, c'était de la vraie musique pour les oreilles de Donna. La nana avait trop hâte de voir la tête de Rosie quand elle l'apprendrait. Dès le lendemain matin, Donna a foncé dans la chambre de la comtesse. Rosie était tranquillement assise à son bureau, en train de trier des papiers. Sans même lever les yeux de son boulot, elle a demandé à Donna ce qui la mettait dans tous ses états. La blonde s'est installée au bureau de la comtesse et a balancé qu'elle sentait bien que ça sentait le roussi entre Rosie et le comte. Rosie s'est mise sur ses gardes, prête à écouter sans broncher. Donna a sorti que le comte était sûrement vexé parce qu'elle ne l'avait pas pris dans ses bras depuis des jours, mais que c'était pas grave. Elle allait vite arranger le coup. Donna a pouffé de rire. Comment elle allait régler ça, sérieux ? Eric parlait déjà de divorce, et cette Rosie était une vraie manipulatrice. Elle savait trop bien comment jeter de la poudre aux yeux des gens. Donna a prévenu Rosie que les mecs détestent qu'on leur mette la pression, et a ajouté qu'Alex n'était pas du tout comme ça. Rosie a fait l'innocente et lui a demandé de quel Alex elle parlait. Donna a répondu cash que c'était son mari dans une vie antérieure. Ce gars n'avait vraiment pas de quoi frimer, du coup il s'acharnait à lui courir après sans arrêt, mais c'était peine perdue. La main de Rosie a tremblé d'indignation, et son stylo a fait une énorme tache d'encre sur le papier. Donna a capté qu'elle s'était égarée, et a conseillé à Rosie de faire un petit effort pour que son mari revienne vers elle. Rosie lui a répondu froidement que ce n'était pas le meilleur plan avec son mari. Il déteste les femmes qui prennent trop d'initiative. Mais Donna, têtue comme une mule, lui a fait comprendre que ce n'était pas à Rosie de lui donner des leçons. La blonde s'est vite rendue compte de la dureté de son ton, s'est excusée et lui a demandé de ne pas le prendre mal, car après tout, les amis sont là pour pointer nos erreurs. Rosie devait savoir qu'elle pourrait toujours compter sur elle. Donna a lourdement insisté auprès de la comtesse. Le lendemain, il y avait de la visite au manoir du comte Vance. Ils ont accueilli l'ancien comte Cédric. Cédric est descendu de sa calèche avec une humeur massacrante. L'invité a direct balancé qu'on pouvait zapper les courbettes et a exigé qu'on lui amène Rosie sur le champ. La meilleure chambre du manoir attendait ce cher invité, le père d'Eric. Rosie a demandé à son beau-père ce qui lui valait cette visite surprise. Cédric Déance fulminait et lui a craché au visage qu'elle tenait son insolence et son petit air angélique de sa mère. Cédric a ironisé sur les talents d'actrice de sa belle-fille et lui a demandé si elle ignorait vraiment pourquoi elle s'était pointée. Rosie a soutenu qu'elle n'avait aucune idée de la raison de sa venue. Et là, Cédric a frappé violemment le sol avec sa canne. La comtesse s'est figée de surprise. Le vieux a gueulé de toutes ses forces. Si Rosie n'était pas foutue d'aider son mari, comment elle ne lui mette pas des bâtons dans les roues ? Combien de temps allait-il encore devoir être déçu par cette bande d'incapables ? Rosie, dépitée, s'est pris les reproches de son beau-père en pleine figure, comme quoi elle ne tenait pas son mari en laisse et qu'il passait son temps à traîner où bon lui semblait. Cédric lui a bien fait rentrer dans le crâne qu'il était hors de question de prendre parti ouvertement en ce moment, et qu'elle devait garder une neutralité absolue. Mais Rosie a très vite capté que s'il lui faisait la morale, c'était dans un seul et unique but. Le beau-père avait grave la haine que Rosie soutienne l'archiduc. Et là, la comtesse a laissé exploser ses nerfs. Elle lui a répondu que son mari se comportait comme un vrai con et que tout ce foutoir était entièrement de sa faute. Rosie était hors d'elle. Pourquoi c'était toujours elle le bouc émissaire ? Et son fils à lui, on en parlait ? La jeune femme a juré qu'elle allait se barrer de cette baraque de malheur et rompre avec Eric sur le champ. En vrai, Rosie mourrait d'envie de tout plaquer là, maintenant. Mais ça lui donnerait juste une excuse pour s'accrocher à elle, et le divorce deviendrait encore plus galère à obtenir. Du coup,
Rosie s'est inclinée devant son beau-père et a fait semblant de s'excuser pour son manque de vision. Cédric la regardait avec un mépris total, en se disant qu'il n'y avait de toute façon rien de bon à tirer de la descendance des serviantes. Dans sa tête, Rosie s'est dit que son beau-père était vraiment une belle ordure, et que si Margaret avait été dans les parages, elle l'aurait sûrement étranglée sur place. Cédric se tenait au beau milieu de la pièce, les yeux foudroyants. Rosie était beaucoup plus petite que Cédric, mais elle ne comptait pas se laisser faire. Le serviteur de Cédric a débarqué dans la pièce pour les rappeler qu'il avait bientôt une autre réunion, et qu'il était temps de dire ciao à sa belle-fille. Cédric a jeté un œil à son valet. Le gars était droit comme un i, nué comme une tombe. Avant de quitter le manoir de son fils, Cédric lui a lancé un dernier coup de pression. Il était venu aujourd'hui pour l'avertir. Il espérait que le message était bien passé, car la prochaine fois, il ne se contenterait pas de mots. Rosie s'est posé la question. Son beau-père s'était-il vraiment déplacé jusqu'au manoir, juste pour passer un savon à sa belle-fille négligente ? Il y avait un truc qui clochait. Cédric a traîné dans le couloir et a demandé à son secrétaire si Leto avait bien accompli sa mission. Le gars lui a confirmé qu'il avait planqué tout ce qu'il avait demandé dans la chambre de Rosie. Cédric était persuadé que cette petite action allait faire taire Rosie pour un bon bout de temps. Le vieux estimait même qu'il faisait un immense honneur à sa belle-fille en s'occupant d'elle. Toujours à l'intérieur du manoir, Cédric et son assistant se sont retrouvés devant une petite porte en métal. Le sbire lui a annoncé qu'ils étaient arrivés. Cédric voulait régler cette affaire vite fait bien fait. Manque de bol pour eux, Jane, la servante, avait espionné toute la conversation. La fille n'y comprenait rien. Qu'est-ce que l'ancien comte Cédric pouvait bien chercher dans leur manoir ? Cédric s'est enfoncé dans un coin isolé du bâtiment, là où personne ne met jamais les pieds. Jane a compris qu'il se tramait un truc très louche, et qu'elle devait garder un œil sur Cédric et son valet. La meuf s'est transformée en véritable agent secret, les yeux et les oreilles grands ouverts. D'un coup, Sarine a débarqué devant Cédric et l'a salué en l'appelant maître. Le mec était hyper sérieux et glacial. Jane n'a pas trop compris d'où il sortait, ni ce qu'il foutait là. Cédric a demandé à Sarine si l'archiduc Arthur et Rosie s'étaient revus. Sarine lui a répondu cash que ça n'était jamais arrivé. Sarine a expliqué que, comme monsieur le savait déjà, après leur première rencontre aux enchères et l'invitation de madame à sa réception, ils n'avaient plus du tout gardé contact. Mais Cédric a lourdement insisté pour savoir si Rosie et Arthur s'étaient vus en tête-à-tête. Jane s'est souvenue qu'elle avait aidé madame à faire le mur pour rejoindre l'archiduc. La pauvre tremblait de peur en se disant que si Cédric la prenait maintenant, elles étaient foutues. Elle s'est dit qu'elle ferait peut-être mieux d'intervenir avant que ça dérape. Coup de bol, Sarine a gardé le secret de la comtesse et n'a absolument rien balancé sur son rencard avec Arthur. Jane a ensuite entendu Cédric ordonner à Sarine de tout faire pour que la comtesse ne s'approche plus jamais d'Arthur. L'anniversaire de la princesse Diana approche à grands pas, et au moment de porter un toast, elle est censée recevoir une coupe de la part d'Arthur. Mais le truc, c'est que la coupe magique a été remplacée par un verre banal, incapable de détecter le moindre poison. La princesse va tomber dans les pommes, et l'archiduc se fera arrêter sur le champ sans même pouvoir lâcher un mot. Sarine a alors demandé si l'empereur avait validé ce plan tordu. Cédric a confirmé que l'empereur était chaud, mais qu'il exigeait que l'antidote fonctionne nickel pour que sa fille reste en vie. Cédric a ensuite bien fait comprendre à Sarine qu'il devait s'assurer que Rosie n'ait aucun contact avec l'archiduc avant le jour J. L'ancien comte a lâché qu'il comptait uniquement sur Sarine avant de disparaître par une porte dérobée. Sarine a souhaité un bon voyage à maître Cédric. Puis, le gars s'est figé sur place, l'oreille tendue. Sans faire le moindre bruit, le chevalier de la comtesse s'est approché de la cachette de Jane. Sarine lui a demandé d'une voix neutre si elle avait bien tout vu et tout entendu. Jane était terrorisée à l'idée qu'il allait la faire taire pour de bon. Le mec a gardé un silence pesant. Jane a balbutié qu'elle ne voulait pas que quelqu'un meure ou soit blessé. Sarine l'écoutait sans broncher. La fille a avoué qu'après tout ça, elle avait trop peur de faire confiance à qui que ce soit. Jane a tourné le dos à Sarine et a filé dans le couloir. Elle lui a formellement interdit de l'appeler par son prénom ou de croiser son regard. Le mec a essayé en vain de la retenir en l'appelant. Jane s'est dit que pour le bien de madame, elle devait accomplir sa mission coûte que coûte. Pendant ce temps, voilà ce qui se tramait dans les appartements de la comtesse Rosie. Une petite boîte ultra tentante était posée là, bien en évidence. Au beau milieu de tout ce bazar, Donna s'est éclipsée dans la chambre de la comtesse en faisant genre de faire le ménage. Elle a tout de suite repéré la boîte et l'a chopée, persuadée que c'était des produits de beauté hors de prix. Mais quand elle a capté que l'écriture sur la petite carte ressemblait à celle du comte,
elle a pété un câble. Si c'était un cadeau du comte pour Rosie, ça voulait dire qu'il se foutait de sa gueule, qu'il lui promettait de divorcer, mais qu'il la gardait juste comme roue de secours. Donna s'est mise à cogiter pour trouver comment se venger de Rosie, cette briseuse de ménage. Ni une ni deux, Donna a décidé de garder le maquillage pour elle. Elle a ouvert la boîte d'un geste sec et a trouvé de la poudre à l'intérieur. Elle s'en est direct tartiné le visage. Donna a trouvé que le truc n'était pas ouf pour sa peau et s'est dit qu'il valait mieux l'appliquer devant une glace. Elle s'est vite approchée du miroir. Elle s'est regardée dans le verre magique et a continué à se poudrer le visage. Tout allait bien au début, mais des trucs bizarres ont commencé à se passer. Donna a écarquillé les yeux, choquée de ouf. La boîte de poudre lui a carrément glissé des mains pour s'écraser sur le tapis. Le cri perçant de Donna a résonné dans tout le manoir. On l'a même entendu jusqu'au salon. Rosie a été la première à débouler dans sa chambre. Et là, elle est tombée sur une scène complètement lunaire. Donna était à genoux en plein milieu de la pièce, en train de chialer toutes les larmes de son corps. Rosie l'a regardée, complètement flippée, et lui a demandé ce qui était arrivé à son visage. Donna s'est retournée, et là, bim! La comtesse et le majordome étaient présents quand le médecin a examiné Donna. Bromental a vite capté que l'irritation sur la peau de la fille était causée par du poison. Le toubib a annoncé que les cloques partiraient d'ici quelques jours, mais que les cicatrices, elles, resteraient sûrement à vie. Donna a attrapé le doc par le col en hurlant qu'il racontait absolument n'importe quoi. C'était quoi ce médecin en carton s'il n'arrivait même pas à soigner une bricole pareille? Ou alors, c'était Rosie qui l'avait payé. Le comte Eric a déboulé dans la pièce. Et là, il est tombé sur une scène magnifique. Donna en train de secouer le pauvre médecin comme un prunier pour essayer de lui faire cracher un remède. La fille a lâché le pauvre docteur et a éclaté en sanglots. Donna s'est jetée sur le comte en le suppliant de l'aider et en demandant ce qu'elle allait bien pouvoir faire maintenant. Le duc ne captait absolument rien à ce qui se passait, mais le médecin, lui, a très vite pigé le truc. Rosie a expliqué que Donna s'était tartiné le visage avec la poudre que le comte avait offerte à sa femme et qu'elle s'était brûlée avec. Le comte est tombé des nues. Il n'offrait jamais de maquillage. Eric a réalisé que son père était sûrement passé par là et que tout ce bazar venait de lui. Bratal a alors ordonné qu'on ramène tous les produits de beauté de la comtesse. Si le problème venait vraiment du maquillage, le produit toxique devait forcément être dans la pièce. Donna devait remettre la main dessus. La fille a fouillé partout, pour finalement annoncer qu'il n'y avait aucune substance empoisonnée ici. Elle se souvenait très bien que la poudre était dans un pot avec une pierre précieuse incrustée au milieu. C'était quand même super louche que cette boîte précise ait disparu, comme si elle s'était volatilisée. Donna a déclaré que la boîte avec le petit mot du comte dessus avait mystérieusement disparu. Elle a direct accusé Rosie d'avoir ordonné de jeter le produit à la poubelle. La fille s'est mise à hurler de rage, affirmant que Rosie l'avait attirée dans un piège et avait détruit les preuves. Le majordome, lui, était sûr et certain que la comtesse ne ferait jamais un truc pareil. Il a interrogé tous les domestiques. Résultat, il n'y avait jamais eu de boîte de ce genre dans la chambre de la comtesse depuis le début. Et puis bon, qui irait croire qu'une simple domestique oserait piquer le maquillage de la comtesse pour se faire une petite beauté? Les cris de Donna ont tellement saoulé le comte qu'il a exigé que ce cirque s'arrête immédiatement, en promettant de tirer toute cette histoire au clair. Rosie a demandé si le comte allait juste se tailler comme ça, mais Eric lui a répondu qu'il n'avait pas de temps à perdre et a conseillé à sa femme d'aller s'allonger. Donna chialait toutes les larmes de son corps, se demandant pourquoi elle prenait si cher et ce qu'elle avait bien pu faire de mal, juste pour avoir mis un peu de crème. Face aux jérémiades de la gamine, le majordome lui a balancé au calme qu'elle avait tout simplement oublié sa place. Madame a beau fermer les yeux sur les petits sketchs de Donna quand elle tourne autour du maître de maison, la petite ferait bien de redescendre sur terre et de se rappeler ce qu'elle fout dans ce manoir. Donna fulminait face aux remarques du majordome, mais elle a préféré la fermer. Dans sa tête, c'était clair comme de l'eau de roche. C'est Rosie qui s'était tapé l'incruste à sa place. La meuf était persuadée de pouvoir tout reprendre à Rosie en un claquement de doigts. Mais bon, elle l'a joué grande dame en lui laissant un peu de répit. Elle crevait d'envie de hurler qu'elle était la vraie chérie du comte. Mais les mots sont restés coincés au fond de sa gorge et sa phrase a fait un flop total. D'un coup, tout s'est mis à tourner autour de notre petite fouteuse d'embrouille. Les couleurs se sont fait la malle. Le dernier truc qu'elle a vu, c'est la silhouette toute floue du majordome et une voix qui lui gueulait de se réveiller. Ailleurs, on découvre le bureau de Cédric, affichant une déco minimaliste façon Moyen-Âge. Le fidèle serviteur ne lâchait jamais l'ancien comte d'une semelle.
Le père d'Éric était en train de lire une lettre de son fils, dans laquelle ce dernier promettait de régler le compte de Rosie en personne. Le fiston précisait qu'il avait bien reçu le cadeau, mais que son daron n'avait pas intérêt à se mêler de ses affaires. Éric balançait noir sur blanc qu'il comptait demander le divorce, et interdisait formellement à son père de toucher à un seul cheveu de sa femme d'ici là. Cédric a traité son fils de petit enfoiré, mais au fond, il était prêt à le soutenir à 100%. Il a ensuite demandé pourquoi son serviteur retournait au manoir. Le gars lui a sorti qu'il voulait juste prévenir Éric et récupérer la crème, mais que le truc s'était volatilisé sans laisser la moindre trace. Cédric a donné l'ordre de faire passer le mot à Cyrine. Notre gars devait absolument découvrir qui avait le flacon entre les mains maintenant. En lisant le message, Cyrine a très vite capté qu'il s'était fourré dans un sacré pétrin. En fait, c'est le majordome qui l'avait, et il vient tout juste de le lui refiler. Gray a demandé à Cyrine de veiller sur la comtesse pour éviter qu'elle ne soit blessée, ou pire, qu'elle n'y passe. Le pauvre gars a vite pigé qu'il tenait un poison ultra dangereux entre les mains. Le majordome a lâché que ça faisait bien 30 ans qu'il servait fidèlement Monsieur Cédric. Il fut un temps où Cédric était un homme sage, bienveillant, et qui prenait soin de sa petite famille. Ça valait carrément le coup de suivre un tel maître envers et contre tout. Mais bon, aujourd'hui, Cédric en était réduit à utiliser des méthodes super trad juste pour sauver sa réputation. Et en plus, le majordome refusait de laisser la comtesse continuer à morfler à cause d'Éric. Gray bouillait de rage en voyant que, dans le dos de Rose, Éric batifolait avec des femmes de n'importe quel milieu. Le majordome a donc demandé à Cyrine s'il était vraiment fidèle à la comtesse. Et face à son grand oui, il lui a balancé la petite boîte pleine de poison. Et paf, voilà Cyrine nouveau proprio de cette boîte maudite. Le destin des gens et l'avenir de l'Empire reposent désormais sur ses épaules. Rien que ça. Pendant ce temps-là, dans la chambre d'amis, le médecin a rassuré Donna et Éric en disant que la jeune femme allait très bien. C'est juste que la grossesse et le stress lui bouffaient un max d'énergie. Elle avait simplement besoin de repos. Donna a joint les mains, folle de joie, en demandant au comte s'il avait bien entendu la nouvelle. Ils allaient avoir un bébé. Elle sautait de joie à l'idée de porter son enfant. La meuf était complètement à l'ouest niveau émotion. Il y a 2 secondes, elle chialait toutes les larmes de son corps à cause de Rose, et là, elle s'enflamme pour l'héritier. Allez savoir pourquoi, le comte fixait sa nouvelle petite amie avec une indifférence glaçante. Donna a sorti à Éric que le fruit de leur amour grandissait en elle, et que ça lui faisait une sensation super bizarre. Le comte n'en revenait pas. Il allait enfin avoir un héritier. En plus, la nana a essayé de pourrir la réputation du majordome, en balançant qu'il lui avait hurlé dessus, et que c'est pour ça qu'elle avait couru avant de se viander par terre. L'essentiel, c'est que le bébé n'avait rien eu. Éric avait grave la rage contre le vieux majordome. Il a vraiment osé toucher à Donna ? Au début, le comte était à 2 doigts d'engueuler Donna, mais il a ravalé ses mots pile à temps. C'était le moment idéal pour agir. Éric a décidé de sauter sur l'occasion pour virer l'espion de son père. J'ai nommé ce vieux majordome. Éric a tendrement bordé Donna dans son lit, lui a promis d'aller régler ses comptes avec Gwen et lui a souhaité de vite se remettre. La fille s'est jetée au cou du comte en s'écriant qu'il était son seul sauveur. Juste après, le majordome s'est pointé dans le bureau du comte Éric. Éric n'y est pas allé par 4 chemins. Il a direct lâché qu'il savait très bien que Gwen essayait de se payer la tête de Donna. Le majordome a bien bafouillé pour tenter d'expliquer son comportement. Mais le comte l'a rembarré d'un ton sec, en balançant qu'à cause de lui, Donna était tombée dans les pommes et aurait très bien pu perdre le bébé. Gwen ne savait plus sur quel pied danser. Il sentait gros comme une maison ce qui l'attendait. Le comte a déclaré d'un ton glacial qu'il ne pouvait pas laisser passer un tel affront envers la mère de son futur gosse. Résultat des courses, il a viré Gwen sur le